Allô tout le monde! Bonjour, bonjour! Bienvenue à mon webinaire! Est-ce qu'on a du monde? Yes, oui, on a du monde! Allô! Juste me saluer dans les commentaires, me faire un petit bonjour. Ça va faire un grand plaisir de vous saluer. Alors, on passe les 90 prochaines minutes ensemble. Et on va parler de création de site web. Vous le savez, si vous me connaissez, ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie, c'est le marketing numérique. Et pour moi, ça commence avec un site web, un bon site web, bien bâti et une stratégie de référencement naturel. Donc, mes deux passions, si on veut. Bonjour Normande, Nadia, Déborah, Olivia, Hélène. C'est le fun, je vois des noms que je connais un petit peu moins. Allô Mélanie! Deux Mélanie, Roxane, Vicky, Daniel, Bagdad, Bentari. J'espère que je prononce bien ton nom. Donc, merci beaucoup d'être là. C'est vraiment super apprécié. Donc, j'ai ma collègue Karine. Est-ce que tu es là, Karine? Karine Faneuf. Ah, allô Marie-Ève Dion, qui est dans Maman en affaires. Ah, allô Karine. OK. Karine Faneuf est membre de mon équipe. Donc, elle va, si vous voyez son nom apparaître et qu'elle répond à certaines questions, c'est tout à fait normal parce qu'elle connaît mes produits, mes services, évidemment, et dans mon équipe. Mais également, elle va mettre des questions que vous m'avez envoyé par courriel parce que j'ai envoyé des courriels dans les derniers jours pour que vous me disiez c'est quoi vos questions, que je puisse voir un peu d'avance le type de questions et que je puisse répondre, bien sûr, au plus grand nombre de questions. Hein. C'est vraiment le but d'un webinaire. Alors, je vais juste aller voir Diane, Mélanie, Marie-Claude, bonjour, Stéphanie. Je vais commencer avec un petit sondage. Je veux savoir vous êtes de où exactement. En fait, si vous êtes au Québec ou en France, en Europe. Donc, je vais lancer un premier petit sondage, puis ça va permettre aux gens qui ne sont pas encore là d'arriver. Alors, mon petit sondage, où êtes-vous? Est-ce que vous êtes en France, au Québec ou au Canada, mais hors Québec, dans une autre province? En Belgique, en Suisse, autre. Donc, la majorité des gens sont au Québec, ce qui est assez logique. Hein? C'est pas mal là où je suis moi-même. Donc, je vous laisse remplir le petit sondage. Évidemment, j'ai une présentation qui dure environ 1 heure et si vous me connaissez, si vous avez déjà assisté à mes présentations, je parle vite et je parle beaucoup. OK? Quand je pars dans mon truc, des fois, je suis un peu inarrêtable. Si vous avez des questions, c'est sûr, je vais me concentrer sur ma présentation, mais je regarde du coin de l'œil les questions. Et si j'ai pas le temps de répondre pendant, inquiétez-vous pas, ça va être après. Puis si j'en oublie, Karine va me les rappeler, c'est sûr. Donc, je vais arrêter le sondage. On voit donc 82% des gens qui sont au Québec et 15% en France et 2% autres. Je serais curieuse de savoir autres, vous êtes de où? Et je m'intéresse à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de la France qui me suivent, mais parce que je suis aussi, dans mon cœur, une Française. Puis en fait, je serai bientôt française parce que je suis mariée à un Français. Et il y a la naturalisation française, en fait, quand ça fait 4 ans, je crois. Puis ça va faire 4 ans cet été qu'on est mariés. Fait que je trouve ça bien drôle de me dire que je vais avoir la nationalité française parce que je suis mariée avec un Français. Écoute, je m'en plaindrai pas. Mais on va être en France justement dans une semaine exactement, le 29 avril. Mon mari, les 2 enfants et moi, on part en France pour un bon moment, en fait, à peu près presque 6 semaines. On s'en va dans la famille de mon mari en France. On sera dans le coin de Amiens, s'il y en a que ça les intéresse. Donc, dans le nord.
Donc, Jocelyne de Montréal, la Normandie, pas trop loin de Amiens, de la Picardie, Québec, Paris, Hélène, cool, là, Paris, c'est tellement, tellement une ville extraordinaire. Ah, c'est le fun. Allô, Marie-Claude, qui me dit coucou. On a, pardon, je vais tousser. J'ai un petit rhume. C'est pas la COVID, mais c'est un petit rhume. On a les 90 prochaines minutes ensemble, mais si ça prend plus de temps, je suis là. Je veux vraiment répondre à toutes les questions. C'est la promesse que je vous fais. Vous m'accordez de votre temps. La moindre des choses, c'est que je réponde à vos questions. Puis c'est sûr que à la toute fin, je vais vous parler de mon offre payante. Si vous voulez poursuivre avec moi, si vous avez envie de faire de la création, de créer votre propre site web ou de commencer à créer des sites pour les autres. J'ai une formation, une grosse formation là-dessus. J'ai déjà plusieurs étudiants là, depuis 1 an et demi avec moi. Donc, je vais vous en parler à la toute fin. J'ai une petite surprise, un rabais là, qui va être disponible une couple de jours. Alors, on va commencer. Je réponds tout de suite aux questions. Oui, il y aura une rediffusion. Vous aurez accès à la rediffusion. Donc, si vous devez quitter dans 20 minutes, pas grave. Vous allez recevoir par courriel, par email, la rediffusion. Et également, vous aurez la présentation et les documents que je vais présenter aussi. Je vais montrer un exemple de checklist de choses à faire pour bâtir son site et également un genre d'échéancier là, dans un document Google Spreadsheet. Donc, je donne ça accessible à tous. Alors, je vais commencer. Je vais juste voir si j'ai... OK, je vais ajouter ma présentation. Je l'avais ajoutée tantôt, puis on dirait qu'elle n'est pas... Elle n'a pas été intégrée. Donc, ça va prendre quelques minutes, fait que je vais aller dans le chat pendant ce temps-là. Puis je vais vous poser une autre question. J'ai une autre question pour vous. Possédez-vous déjà un site web? Oui ou non? Petite question facile. Puis je vais aller dans le chat pendant ce temps-là. Bonjour Liliana, Roxane, Jocelyne. Jenny! Jenny en Californie! Allô! Oh, hey, toi là, je veux venir te voir. Parce que t'es super fine, évidemment, mais parce que t'es en Californie aussi, hein? Puis t'es bien chanceuse. Jenny, qui est membre de Maman en Affaires, qui est mon autre entreprise avec 2 associés à moi. Donc, 33% des gens, vous avez déjà un site web, puis 66%, ça bouge encore un peu, là, c'est pour ça que j'hésite, n'ont pas de site web. C'est quand même ce à quoi je m'attendais. Hein. Je me doutais que la majorité n'aurait pas de site web. Donc, à peu près 1 personne sur 3 qui est présent en ce moment a son site déjà. Mais pas parce qu'on a déjà un site qu'on ne peut pas l'améliorer. Hein? C'est, on s'entend, toujours possible d'améliorer son site. En fait, c'est très, très recommandé. Donc, voilà pour ce sondage. Je vais aller à ma présentation. Parfait. Donc, je démarre ça. Donc, vous devriez voir maintenant mon écran avec moi en petit, en bas à droite. Je suis là, mais c'est pas mal plus important de voir la présentation que de me voir moi. Donc, vous devriez... Isabelle, team mom, maman d'affaires, yes! C'est cool. Ouais, puis Jenny, si tu m'accueilles en Californie, moi t'amener en France la prochaine fois que j'y vais, OK? C'est un bon deal. Webinaire aujourd'hui sur la création de site web. Je vais pas nécessairement montrer comment on le bâtit, mais je vais vous donner tellement d'infos sur les ressources, où aller chercher des ressources, quel outil utiliser, mes outils préférés à moi. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis team WordPress, mais je vais quand même parler, bien sûr, des autres systèmes de création de sites web. Donc, on débute tout de suite. Voici comment va se présenter la journée. En fait, le webinaire. Donc, dans un premier temps, on va parler du choix de la plateforme.
Le choix de la plateforme, je vais juste, excusez, j'ai une toux, je ferme mon micro. Excusez-moi. Donc, le choix de la plateforme pour créer votre site, le choix du nom de domaine, l'hébergement, c'est comme les trucs de base, les choses à penser, à réfléchir dès le départ. Cahier de charge, qui peut paraître un mot un peu rébarbatif, là, cahier de charge, ça fait un peu... moi, la première fois que j'avais entendu ça, j'avais l'impression que c'était comme pour les architectes ou les ingénieurs là, qui allaient bâtir des gros buildings, là, des gros projets vraiment d'envergure, mais même pour un petit site web de 2 pages, je vous conseille de faire un cahier de charge, puis je vais vous expliquer en fait ce que c'est. Ensuite, les textes. Un site web, c'est rempli de texte et le deuxième point, d'images. C'est principalement ça qu'on retrouve dans un site, mais il faut soigner ce texte-là et ces images-là. Le code, est-ce qu'il faut savoir coder? Je serais curieuse de vous entendre. Selon vous, est-ce qu'il faut savoir coder pour bâtir son site? Hein? Ma question. Je vais vous parler de ma formation. Et non seulement je vais avoir un beau rabais, mais je vais avoir une surprise, puis je l'ai oublié en haut. Donc, Caroline, je vais... sinon, Karine, est-ce que tu peux m'envoyer... On avait fait une photo mock-up de mon carnet, le carnet de notes. Je vais te donner un carnet de notes aux gens qui achètent. Donc, c'est un petit carnet pour mettre ses notes pour votre marketing numérique et votre création de site web si vous vous embarquez dans la formation avec moi. Puis après, période de questions. Donc, il y a plusieurs questions et vous m'avez envoyé des courriels tellement complets. Là, je lisais ça hier soir. J'ai montré ça à mon chum. Je dis, les gens sont tellement... Ils sont tellement impliqués. C'est tellement beau de voir des gens passionnés par leur projet comme ça qui m'envoient là, un gros courriel là, qui m'expliquent c'est quoi leur projet, ils m'expliquent c'est quoi leur vision, puis leur questionnement par rapport à la création de leur site web. Donc, je suis bien choyée d'avoir accès à vos passions comme ça en arrière-scène. Là, c'est super. Marie-Ève, tu dis ça prend des petites connaissances en codage idéalement. Ben, m'a te dire que tu as 100% raison. On n'a pas besoin de savoir coder, mais si on comprend, en fait, on comprend sont où nos limites, puis que peut-être que rendu à un certain point, on se dit, OK, j'aimerais que mon site accomplisse telle fonctionnalité, mais rendu là, j'ai besoin d'un programmeur. Tu sais, je peux pas le faire par moi-même. Là. Ça atteint ma limite. Moi, je vous dirais, là, en tant que lambda, là, non-codeur, si on veut, là, monsieur, madame, tout le monde, on peut bâtir un site puis aller à peu près jusqu'à 80% de notre site. Le restant, le 20%, il y a bien des chances qu'on ait besoin d'un programmeur, d'un développeur, d'un intégrateur. Parce que, ben, il y a des choses qui appartiennent au milieu du code, au milieu de la programmation. Et si on veut vraiment pouvoir personnaliser à fond le design d'un site, par exemple, ben, ça va prendre des connaissances. Mais tu as raison. Je sais, est-ce que ton prénom, c'est Bentari? Je veux juste être sûre de dire la bonne chose. Parce que je sais que vous, souvent en Europe, puis en Afrique du Nord, vous mettez votre nom de famille avant. Nous, au Québec, on fait l'inverse. Fait que juste me dire si ton nom, c'est Bentari. Donc, oui, on utilise des frameworks, tu sais, on utilise des templates, appelle ça comme tu veux, template, layout, c'est vraiment OK, Bagdad, parfait. On utilise des outils, bien sûr, pour nous faciliter la vie. Mais connaître un petit peu le code, c'est intéressant, mais c'est pas obligatoire. C'est mieux de connaître un peu, mais de ne pas connaître, ça veut pas dire qu'on peut pas bâtir un site. Puis ça, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, ben, je suis pas programmeur ou je suis pas la personne la plus techno au monde. Ça, j'entends ça souvent, là, les gens ils disent, ah, je suis techno nul ou, tu sais, je suis techno anxieux, là. Ça me stresse toutes les possibilités. Ben, sachez que c'est pas obligatoire. Puis, je l'enseigne aussi, je suis pas programmeur et j'enseigne à créer des sites web et j'ai appris l'essentiel du codage qui me permet de pouvoir créer des sites. Donc, voilà mon petit... puis on va en reparler de toute façon au point 7. Je me présente rapidement. Puis là, vous voyez, j'ai pas mis mon Instagram, mais maintenant, je suis sur Instagram depuis une couple de mois. J'ai juste mis mon Facebook ici, mais
je vous mettrai le lien vers ma page Instagram. Karine, si tu peux la mettre, ma page Facebook, ma page Instagram dans le chat. Je suis quand même assez active sur les réseaux sociaux et via mon infolettre. Je suis passionnée de marketing numérique depuis des années. Ça a été au secondaire, au cégep, donc ça c'est au Québec. Peut-être qu'en France vous connaissez moins, mais c'est le cégep, c'est l'équivalent du BTU. On sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. Puis moi, c'était les communications qui commençaient à m'intéresser, mais jamais j'aurais pensé me diriger vers le numérique. Moi, c'était les communications plus traditionnelles, radio, télé, publicité qui m'intéressaient, relations publiques. Puis finalement, très rapidement, quelques années après être sortie de l'université, j'ai créé un premier site. Ça, je vais vous en parler. Un site pour mon père, pour mon papa, qui est ramoneur de cheminée. Et la piqûre, je l'ai eue tout de suite. Puis depuis ce temps-là, je crée des sites. J'en ai fait ma profession et je l'enseigne maintenant. J'enseigne aussi à l'université, à l'UQAM, depuis 10 ans déjà, donc aux étudiants en communication et en marketing. Donc, le bac que j'ai fait, finalement, j'enseigne dans ce bac-là. Donc, c'est quand même cool. Et j'ai fondé PF Communication, qui est mon agence, en fait, de création de sites web. Et on fait des projets de sites web et de référencement naturel. Mais à côté, j'ai vraiment tout mon volet formation, ce que je suis en train de faire présentement aujourd'hui, puis j'ai d'autres formations. Donc, voilà pour la petite présentation si vous ne me connaissiez pas encore. C'est quoi le lien entre le ramonage de cheminée et la création de sites web? C'est ma question du jour. Je vais juste tasser ma petite face. Je vais aller la mettre... je vais aller mettre ma face... Attendez. Est-ce que je peux mettre ma face ailleurs? Non, OK, c'est pas grave. Elle cache un peu l'élément de mon... mais c'est pas grave. De mon design, mais c'est vraiment pas grave. Le lien entre le ramonage de cheminée et la création de site web, en fait, c'est un lien familial. C'est mon père qui est ramoneur de cheminée, puis autour des années 2012, 2013, 2014, ça allait pas super bien son entreprise parce que, bon, ben, ramoneur de cheminée, c'est pas non plus la job la plus en demande. Hein? De moins en moins de gens ont des cheminées, des poêles, des foyers, donc à combustion lente. Je rentrerai pas dans les détails, mais sûrement que vous savez de quoi je parle. Et mon père s'est tourné vers moi et m'a dit ah, t'es bonne en communication, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis tu sais, à ce moment-là, les réseaux sociaux, oui, c'était présent en 2012, évidemment, mais pas autant qu'aujourd'hui. Tu sais, ça faisait peut-être 5 ans que Facebook existait. Donc, tu sais, les entreprises, oui, étaient sur les réseaux sociaux, mais c'était pas non plus autant développé. Mais les sites web, ben, c'était déjà là, puis c'était très, très implanté. Puis mon père n'avait pas du tout de site web et il voyait que sa compétition en avait. Puis ça nous stressait parce qu'il n'y avait pas les moyens de se payer un site web. Fait qu'il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut que tu mettes de la pub. Puis là, il voulait mettre de la pub dans le journal local, puis tout ça. Puis je suis comme, il me semble que c'est pas là qu'il faut investir. Il me semble que c'est vraiment, ça te prend un site web. Puis il dit, ouais, mais un site web, ça coûte 2, 3, 4, 5, 10 000, et je sais pas. J'attends, je vais aller voir. Je vais aller voir ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux trouver? Et j'ai découvert la plateforme WordPress et j'ai créé un site pour mon papa. Et ça a vraiment... il y a eu un avant puis un après dans son entreprise. Mais ça a pris un certain temps. Parce qu'évidemment, c'est pas juste en mettant un site web en ligne que la partie est finie. Au contraire, c'est là que la partie commence, en fait. Puis que j'ai travaillé sur le référencement naturel, sur le SEO, donc qui me passionne beaucoup parce que c'est là que j'ai découvert en fait que c'était pratiquement aussi important de savoir comment travailler le SEO de son site, le référencement naturel, pour que le site puisse sortir sur Google. C'est ça, hein, le principe du référencement naturel. Et donc, je suis allée chercher des formations. Je me suis payé un coach privé. J'avais trouvé un gars sur Internet qui faisait ça, que je connaissais pas du tout. Puis, il me faisait des formations par téléphone. Puis, j'ai vraiment découvert comme ça le SEO. Puis, le site de mon père en a vraiment bénéficié parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appliqué
sur son site. Et encore aujourd'hui, son site sort très bien quand on tape ramonage de cheminée avec les villes qu'il dessert. Donc, c'est le lien pour moi entre le ramonage de cheminée et la création de site web. Nos deux métiers, en fait, à mon père et moi, qui sont présents dans cette histoire-là. Je regarde vos commentaires. Je les regarde du coin de l'œil, puis bien sûr, je vais vous répondre au cours de la présentation. Alors, dans un premier temps, quoi choisir comme plateforme? Je vous dirais que, en fait, la première étape, les deux premières étapes, c'est de choisir sa plateforme et son nom de domaine. OK? C'est vraiment la base. Donc, c'est par là qu'on commence. Qu'on fasse l'un ou l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance comme première étape. On pourrait commencer avec la plateforme, dire « Ah, moi, je veux WordPress », mais il faut aller acheter un nom de domaine de toute façon pour installer WordPress dessus. Il faut acheter un nom de domaine puis avoir un hébergement. Donc, c'est pas mal des étapes qui se font à peu près au même moment. WordPress, Wix, Shopify, Squarespace, il y en a vraiment plusieurs outils pour créer un site web. Ça s'appelle un CMS, donc un Content Management System. Et j'en ai essayé pas mal. J'ai même flirté avec Wix à un certain moment. Puis je dis même dans le sens que aujourd'hui, c'est pas un outil que je recommande nécessairement, mais je sais qu'il y a du bon dans Wix, puis que pour certaines personnes, ça fait amplement le travail, puis c'est bien correct. Par contre, mon outil à moi, c'est WordPress. Puis si j'ai mon petit bonhomme, là, j'aurais pu y faire une petite goutte de sueur, là, ça tempe, là, parce qu'il est bien stressé. Il est bien stressé de pas se tromper. Parce que quand on débute et qu'on choisit pas la bonne plateforme, après, il faut tout recommencer. Parce que si on se dit, je veux un site sur Wix, on le bâtit, puis qu'on se rend compte éventuellement que, on voulait un blog, on voulait un site bilingue, on voulait une boutique en ligne, puis on voudrait idéalement avoir tout ça au même endroit pour se faciliter la vie. Ben Wix, il y a des limites. Tu sais, avec Wix, c'est pas facile nécessairement de faire un espace de connexion pour un espace membre ou peu importe les fonctionnalités, là, rapidement, Wix, malheureusement, on arrive à on a des frais. Mais ceci dit, ça peut très bien faire le travail, donc je ne dénigre pas cette plateforme-là, mais c'est pas une plateforme que je conseille. Puis les gens, souvent, vont se tourner vers Wix parce que WordPress fait peur, parce que WordPress, c'est quand même gros. Mais c'est ça, l'intérêt de WordPress, c'est gros, mais ça n'a pas de fin, OK? Puis moi, je préfère savoir que toutes les possibilités sont là pour mon site que de me dire qu'après un an, je vais être obligée de changer parce que là, je vais vouloir une nouvelle fonctionnalité, je vais vouloir intégrer une plateforme d'infolette, je vais vouloir mettre des pop-up pour des codes promo, puis là, bon, ça marchera pas avec Wix pour X raison ou avec une autre plateforme et devoir recommencer. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir, puis surtout, une fois qu'on a choisi notre plateforme, savoir où aller chercher les bonnes ressources. Vraiment. OK? Les bonnes ressources l'aident, des vidéos tutoriels en ligne, si on décide de bâtir notre site par soi-même à 100%, sans faire appel à une formation ou à un expert. Il y a moyen, moi, c'est ça que j'ai fait. C'est sûr que j'aurais vraiment aimé avoir une formation comme celle que j'ai créée dès le départ, parce que ça m'aurait évité beaucoup, beaucoup, beaucoup de pertes de temps et d'erreurs, hein, vraiment. Puis je vais vous en raconter des erreurs que j'ai faites tout au long de la présentation. Donc, tu ne veux pas te tromper quand tu choisis ton CMS. Puis, WordPress, c'est le CMS le plus utilisé au monde. Et vous allez me dire, mais c'est pas un argument. Excusez, je vais... Donc, vous allez me dire, c'est pas un argument, ça veut pas dire que c'est parce que c'est le plus utilisé que c'est lui qu'il faut prendre. C'est pas faux, hein? On n'est pas des moutons, on fait pas nécessairement comme les autres tout le temps.
Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a une très grande communauté autour de WordPress. Une communauté qui est engagée. Il y a beaucoup de groupes Facebook, des vidéos, des tutoriels en ligne, des formations. Il y en a beaucoup du matériel pour apprendre à bâtir un site avec WordPress. Et les principaux concurrents, je vous en ai nommé, c'est Shopify, Wix, il y a Drupal, Joomla. Drupal, Joomla, c'est vraiment plus des compétiteurs de haut niveau, si on veut, avec WordPress, parce que justement, ça permet de créer vraiment des sites de grande envergure. Il y a Wix, Squarespace, PrestaShop, Magento. Magento, une super bonne plateforme pour des boutiques en ligne, mais c'est pas non plus la plateforme la plus user-friendly, disons. Donc ici, je vous ai fait un genre de petite pointe de tarte pour vous montrer plus de la moitié des gens. Puis peut-être que ça a évolué depuis que j'ai trouvé cet outil-là, c'est-à-dire ces pourcentages-là, pardon, sur le site de OVH. Mais OVH, qui est une grande entreprise d'hébergement web, okay? Donc une source très, très crédible et fiable. Plus de la moitié, donc 60% des sites web sont bâtis sur WordPress. Puis ça, ce que ça signifie, c'est que oui, c'est une plateforme qui est très utilisée, donc, mais qui est maintenue à jour. C'est pas une plateforme, tu sais, comme, mettons, des plateformes qui ont 1 ou 2 ou 5%, que oui, c'est des gens engagés, mais une communauté, beaucoup moins grande. Donc, moins de possibilités d'avancement et d'amélioration, disons. Puis le fait aussi que WordPress est si utilisé, ben il y a beaucoup de gens qui développent des extensions, des plugins qu'on peut venir ajouter à notre site pour mettre des nouvelles fonctionnalités en ligne. Et il y en a beaucoup des gratuits parce qu'il y a une très grosse communauté autour de la création d'extensions dans WordPress. Je vais aller voir les commentaires. Que penses-tu de Pixie 7? Je crois que Pixie 7, c'est justement pour les photographes. Est-ce que je me trompe, Julie? Si je me trompe pas, c'est pour les photographes pour mettre en ligne leurs photos, puis c'est bâti justement pour rendre ça bien compresser les images, pour que ça soit léger, si je me trompe pas. Mais je conseillerais quand même un site comme WordPress parce qu'on peut utiliser des outils très, très performants pour compresser les images pour que celles-ci soient légères, que ça n'alourdisse pas le site finalement. Marie-Ève dit « Je suis pognée avec Typo 3 au travail. » Je ne connais pas Typo 3. Il faudrait que tu me dises ce que c'est. C'est un CMS, c'est un outil pour créer des sites web. Je le connais pas. Martin demandait si WordPress peut nous permettre d'intégrer des tunnels de vente dans nos stratégies. Il aimerait beaucoup pouvoir capturer des courriels. Ben oui, absolument. WordPress, en fait, WordPress ne va pas capturer des courriels pour vous, hein, si vous voulez faire des tunnels de vente, des infolettes par la suite, mais on peut connecter à ces différents outils-là. Donc, on peut facilement créer un formulaire qu'on va venir embedder. Par exemple, si vous utilisez la plateforme MailChimp, CyberImpact, moi j'utilise Keep de Infusionsoft pour mon email marketing, pour mes tunnels de vente, mes infolettres, et ça se connecte hyper facilement avec une extension de formulaire qui est connectée par la suite avec ma plateforme, qui est aussi un CRM dans mon cas, là, Keep. Donc oui, c'est pas WordPress en tant que tel. Tu sais, chaque outil a sa fonction. WordPress ne fait pas du email marketing, mais est tout très, très bien, très facile à configurer dans le cas où on veut en faire. Effectivement, ils ont une galerie pour les photographes et je pensais faire mon site avec ça. Écoute, Julie, est-ce que tu es photographe dans un premier temps? C'est ma question. Deuxièmement, si c'est la seule raison pour laquelle tu utiliserais cette plateforme-là, moi, je te déconseillerais. Puis non, WordPress n'est pas du tout juste en anglais. WordPress est en français aussi. Puis il existe beaucoup de ressources en français. Puis justement, j'offre ma formation WordPress avec le builder Divi. Hein, tantôt, Bagdad parlait de framework. Donc, Divi en offre des layouts, des templates.
Puis aussi, je démystifie là, tous ces termes-là, là, évidemment, là, quand je vais, si vous êtes en formation avec moi, là, je vais vraiment vous expliquer parce que il y a beaucoup de termes. Il y a beaucoup de termes en anglais aussi, puis des fois, comme plusieurs termes veulent dire la même affaire, donc ça devient un petit peu mêlant, mettons. Oui, donc tes photographes qui débutent. Très, très cool. Que penses-tu de ConvertKit? ConvertKit, Monia, c'est un super bon outil pour du email marketing. Ouais, je l'utilise pas, mais j'ai de très, très bons commentaires. ConvertKit, MailerLite, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, voilà. Donc, pourquoi j'ai choisi WordPress? Pour plusieurs raisons. C'est un outil qui est gratuit, donc on n'a pas à payer pour WordPress. On paye pour l'hébergement et le nom de domaine, mais on installe le WordPress, puis on installe le WordPress.org. Il ne faut pas passer par le WordPress.com. Donc, si vous arrivez quelque part, puis là, vous devez payer pour WordPress, sauvez-vous en courant. C'est WordPress, mais c'est pas le WordPress qu'il faut utiliser. Puis ça me fâche encore aujourd'hui que WordPress offre réellement cette façon de faire-là pour créer un site via leur plateforme. Moi, je me dis, tant qu'à faire, vendez le CMS à un petit prix, si vous voulez avoir des profits, là, évidemment. Mais vendez pas la plateforme de création de site, que dans le fond, ton site, tu le crées puis tu l'héberges chez WordPress. Donc, vraiment, je vous conseille pas. Puis Karine, super bon flash, a mis un article de blog que j'ai rédigé il y a quelques temps avec mon équipe sur la différence entre le WordPress.com et le WordPress.org, qui est une question que je me fais très, très, très fréquemment poser. Et c'est ça qui arrive aussi, c'est que c'est assez accessible de créer son site aujourd'hui. C'est juste que il y a tellement d'erreurs que tu peux faire qui vont avoir un impact assez majeur sur le long terme. J'en ai, moi, des clients qui sont sur le WordPress.com. Je les accompagne, mais très souvent, je vais dire, ben non, on peut pas le faire parce que tu es sur WordPress.com, donc tu es limité, on peut pas aller jouer dans le code. Donc, voilà. Puis, Daniel, je pense que tu m'avais posé la question par courriel, hein, si je me trompe pas. C'est toi qui m'avais posé cette question-là, fait que si ça peut t'éclairer, tant mieux. C'est un produit qui est fiable, et sécuritaire. Il y en a qui vont dire, ben oui, mais WordPress, c'est l'outil le plus hacké au monde. Ben, c'est parce que c'est l'outil le plus utilisé au monde pour créer des sites web. Donc, tu sais, c'est l'œuf ou la poule, là, à un moment donné. C'est sûr que les hackers vont aller vers des outils que la majorité des gens utilisent. On s'entend. Pour avoir pour hacker le plus de sites possible. Donc, si on a une saine gestion de ces mots de passe, si on fait des mises à jour fréquentes, si on a des backups de notre site web, il n'y a pas vraiment de danger. Il faut juste faire attention. Mais tu sais, c'est comme le soir, je barre ma porte avant d'aller me coucher, juste parce que je veux pas que personne rentre dans ma maison. Mais si je la barre pas puis que quelqu'un rentre, ben, je vais me dire, Colin, j'aurais dû faire attention, évidemment. Ça donne accès à une foule d'extensions, donc on n'a pas besoin de coder la majorité des fonctionnalités. On peut aller chercher une extension. Puis je vais vous en présenter quelques-unes des extensions que j'utilise et que j'aime beaucoup. Et il y en a des gratuites et des payantes. Puis ça vaut la peine des fois d'acheter une extension payante qui coûte, disons, 100 $. Mettons un module pour créer des événements qu'on veut vendre en ligne. Okay? Donc, des tickets pour des événements. OK, l'extension coûte 100 $, mais elle vient avec un calendrier, elle vient avec un formulaire que les gens remplissent pour acheter des billets, elle vient avec les courriels sont envoyés, les billets sont envoyés code QR directement dans la boîte courriel des gens qui s'abonnent. On connecte ça avec une plateforme de paiement comme Stripe. Ben, le 100 $, là, il est rapidement rentabilisé parce que tu n'as pas eu à demander à un programmeur de venir créer de A à Z une plateforme d'événements sur ton site. Donc, tu sais, dites-vous que ce que vous voulez faire sur votre site, il y a probablement quelqu'un qui a pensé avant, puis qui l'a fait, qui l'a créé, et que vous pouvez le réutiliser. Karine, dans les questions, côté budget, il faut prévoir combien approximativement pour faire son propre site avec WordPress? Ben, en fait, c'est vraiment le temps que tu vas mettre sur la création de ton site. Puis, mais sinon, les frais,
Il faut acheter le nom de domaine, autour de 20 quelques dollars. Il faut acheter l'hébergement, à peu près 150 dollars par année. Là, je parle en dollars canadiens. Vous pouvez faire la conversion en euros. Et on achète un builder. Et moi, j'utilise le builder de Divi. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Puis là, ça donne que présentement, Divi est à 20% de rabais. Avant, j'avais accès à un 20% de rabais, mais là, ils l'ont enlevé. Maintenant, c'est juste 10% que mon lien donne. Mais là, depuis cette semaine, en fait, jusqu'à la semaine prochaine, je vous mets le lien là pour vous procurer Divi, mais je vais vous en parler avant, OK? Mais il y a un 20% de rabais présentement. Et WordPress va permettre de créer des sites multilingues, avoir des sites, un site de e-commerce, des événements. Comme je disais tantôt, on veut faire un calendrier d'événements. Si vous faites des formations, puis vous voulez le présenter sous forme de calendrier, puis que les gens puissent aller sélectionner la date qu'ils veulent, puis là, bon, on voit le nombre d'espaces diminuer, plus il y a de ventes qui se fait. Vous voulez connecter ça avec des applications tierces, comme on a parlé tantôt, une application de email marketing. Vous allez pouvoir le faire. Connecter avec les réseaux sociaux, partager sur les réseaux sociaux. Il y a, honnêtement, toutes les possibilités sont là. OK? Et c'est sûr qu'au début, ça fait peur parce que c'est gros, mais c'est justement parce que c'est gros, on peut commencer très petit puis évoluer tranquillement pas vite sur quelque chose de plus gros. On peut ajouter des extensions sur mesure. Donc, si vous dites, moi, j'ai vraiment un besoin très élaboré, sur mesure, ben vous pouvez demander à un programmeur de vous faire, de vous créer, de coder une extension. C'est sûr que là, on est dans des gros budgets. On peut être dans des budgets de 5 000, 10 000 $, 15 000 $, mais pour certaines organisations, c'est nécessaire pour faire avancer leur entreprise d'avoir des extensions sur mesure, donc des plugins sur mesure. Et un point immensément important, le référencement naturel. WordPress est très, très fort au niveau du SEO. Donc, la plateforme n'a pas de limitation pour faire évoluer son SEO. Donc, vraiment. Stéphanie, si notre site est présentement sur wordpress.com, comment on fait pour le migrer sur le wordpress.org avec nom de domaine, bien sûr? On peut pas vraiment le migrer, il faut le refaire. C'est ça le problème. C'est ça l'affaire, c'est que les deux plateformes s'appellent WordPress, mais c'est complètement différent. Il y a peut-être moyen, écoute, pour ne pas avoir à le refaire au complet, mais il va falloir quand même faire des manipulations. Je sais que je connais quelqu'un, écris-moi, OK, Stéphanie, je connais quelqu'un qui peut peut-être t'aider par rapport à ça. Mais je veux pas dire n'importe quoi, là, fait qu'on écris-moi en privé, par courriel, par email, s'il te plaît. Pour Divi, c'est un par site qu'on fait ou c'est une fois pour créer plein de sites? Oui, Daniel, quand tu achètes Divi, le Divi Lifetime, parce qu'il y a deux types de licences. Il y a une licence où tu l'utilises seulement 1 an et l'autre à vie sur le nombre de sites que tu veux. OK? Donc, il n'y a pas de... il y a rien de limitatif. Daniel, oui, tu dis, il y a moyen d'exporter les contenus, pages, articles, médias du WordPress.com hein, pour le ramener vers le WordPress.org, mais je pense que pour tout ce qui est layout, template, visuel, ça, c'est pas vraiment possible. Fait qu'il y a quand même plusieurs manipulations à faire. Mais Stéphanie, écris-moi, puis on va regarder ça. Je pense que j'ai répondu aux questions jusqu'à présent. Liliana, je suis créatrice de matériel pédagogique et j'aimerais savoir si WordPress offre la vente par téléchargement. Oui, ben en fait, ce serait WordPress avec WooCommerce, qui est une extension de marketing, de e-commerce et qui permet de vendre et on peut vendre des produits numériques, donc des PDF par téléchargement ou autres, des vidéos. Donc oui, tout à fait, tout à fait. Alors voilà pourquoi j'ai choisi WordPress. OK? Mais là, c'est une des premières étapes seulement. Hein? Après, on a beaucoup d'autres décisions à prendre. Et l'autre décision, c'est le nom de domaine. Est-ce qu'on prend un .com? Est-ce qu'on prend un .ca? Un .net? Un .fr pour ceux qui sont en France? Un .ch, je crois, pour la Suisse? Un .be pour la Belgique, si je ne me trompe pas?
ben, c'est comme une petite grosse question. Tu sais, c'est une question très simple. T'sais, on se dit, Caroline, mon nom de domaine, c'est pas compliqué, là. Tu sais, c'est le nom de mon entreprise. Mais ça peut devenir compliqué pour différentes choses. Il faut que votre nom de domaine soit simple, soit ni trop long, ni trop court. On parle d'environ 8 caractères dans l'idéal. Ça peut être un petit peu plus, évidemment. Tu sais, comme moi, par exemple, c'est patriciafiliatro.com, mais l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas acheté le pfcommunication.com. Parce que le nom de mon entreprise, c'est PF Communication. Oui, Patricia Filiatro, mais l'entreprise enregistrée, incorporée, c'est PF Communication. Et au moment que je l'ai créé, je ne l'ai pas vérifié. Je me suis dit, bah, patriciafiliatro.com, mon nom ne changera jamais. Je suis née comme ça, je m'appelle de même, je vais acheter ce nom de domaine-là. Mais j'ai jamais pensé acheter le pfcommunication.com. Puis mon entreprise s'appelait déjà PF Communication. Mais c'était tellement un projet pour moi que je me disais, oh, j'essaye. Là. On sait peut-être que j'essayais quelque chose, OK? Justement, je venais de créer le site de mon père. J'étais comme, je vais voir si ça marche, si j'aime vraiment ça assez pour en faire un métier. Et finalement, oui. Sauf que j'ai pas pris le pfcommunication.com et il est pris par une autre entreprise et qui fait pas exactement la même chose que moi, donc il peut pas avoir vraiment de confusion possible, mais quand même, c'est quelque chose que je me tape sur les doigts aujourd'hui en me disant « Colin ». Mais j'ai acheté le pfcommunication.ca, j'ai acheté le patriciafiliatro.ca, le .com, évidemment. Donc, quand même vraiment important. OK, le nom de domaine. Il n'y a pas besoin d'inclure les mots-clés. Il y avait une époque où on se disait, oh mon Dieu, il faut que mon mot-clé soit là. Donc, si, mettons, je m'appelle Julie Lavoie, ostéopathe, ben, il faut que le mot ostéopathe soit absolument dans mon nom de domaine parce que c'est un mot-clé que les gens vont chercher. Oui, ça peut aider. Mais il y a 200 critères minimum, là, pour le référencement naturel pour sortir sur Google. Le nom de domaine, c'en est un parmi 200. Mais il ne faut pas se dire, je vais acheter mon nom de domaine avec le mot ostéopathe, puis j'aurai pas besoin de créer de contenu, puis j'aurai pas besoin de faire attention à mon site, puis je vais le laisser dépérir. Ah, c'est pas grave, j'ai mon mot-clé dans mon nom de domaine. Non, c'est pas suffisant, vraiment pas. Donc, super important de choisir son nom de domaine. Aussi par la logique des choses. Qu'est-ce que les gens, quand tu vas le dire aux gens, tu sais, moi, je parle souvent de la règle quand tu es dans un bar. Okay? Je suis dans un bar avec des amis, la musique est forte, puis là, je dis à mes amis, « Hey, je me suis lancée en affaires. Ah, cool, t'as-tu un site web? Oui, c'est le patriciafiliatro.com. » Et ils vont comprendre tout. Ah, elle s'appelle patriciafiliatro.com. Ils vont s'en souvenir. Mais si je commence à épeler mon nom d'entreprise, puis là, ils comprennent rien. Puis là, j'ai mis un K à la place du C, ou j'ai mis un accent. Ça, écoutez, ça, là, mettre un accent, ça, c'est pas une gaffe que moi, j'ai faite, mais c'est une gaffe qu'une de mes clientes a fait. Acheter son nom de domaine avec un accent dedans, OK? On fait pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. C'est possible de le faire, mais pas parce que c'est possible qu'il faut le faire, OK? Je vous le dis, on n'achète pas avec l'accent. On l'écrit sans accent. De toute façon, on peut pas avoir d'adresse courriel avec des accents dedans. Donc, on pourra même pas avoir une boîte courriel avec son nom de domaine. Ça fait pas de sens. Comme je dis, si tu hésites entre le .com, le .ca, prends-les tous. Parce que on sait jamais, éventuellement, quelqu'un pourrait l'acheter juste pour te faire du trouble, hein? C'est pas vraiment le fun, mettons. Bagdad, le choix du .fr, .com, ça dépend du champ d'action de l'entreprise. Ben, pas vraiment, non. En fait, je te dirais, c'est sûr que moi, au Québec, je peux pas acheter un .fr. J'en avais acheté un pour mes beaux-parents, mais il a fallu que je donne une adresse en France. Donc, il faut vraiment que tu aies une adresse, une entreprise en France si tu veux acheter un .fr. Moi, je ne pourrais pas acheter le patriciafiliatro.fr si mon entreprise n'a pas si mon entreprise n'est pas aussi en France. Par contre, le .com, n'importe qui peut en acheter. C'est pas un problème. Le .ca, ben, il nous demande si on est de citoyenneté canadienne. Bon, ouais. Donc, voilà. Mettre le nom au pluriel ou au singulier. Ben, Marie-Ève, est-ce que tu peux me donner un exemple? Puis, ça dépend, c'est quoi le nom de ton entreprise. Mais tu sais, si c'est les petites mains, là, je dis n'importe quoi, ben,
c'est évident que c'est au pluriel. Mais si c'est pas clair, ça, même pour ton nom d'entreprise, parce que moi, je dis aux gens, c'est la première étape, là. Quand tu crées ton entreprise, tu achètes ton nom de domaine. Puis moi, je dis, si le nom de domaine n'est pas disponible, remets en question le nom de ton entreprise. Parce que ça veut soit dire que ça existe déjà, donc il va y avoir de la confusion, et ça veut dire que tu n'auras peut-être pas le nom de domaine que tu veux. Donc, déjà, en partant, tu pars avec une longueur en arrière, là. Tu pars avec une strike en moins. Donc, c'est dommage d'avoir déjà en partant ce type de problème, là, si on veut. Oui, le Point Québec, Audrey, c'est intéressant. Ça fait quelques années que c'est disponible. Moi, à date, les gens qui ont utilisé un Point Québec, c'est comme, par exemple, des organismes communautaires du Québec ou des politiciens sur la scène provinciale. Mais sinon, c'est parce que c'est plus cher aussi. C'est plus cher le Point Québec que les autres, mais tu sais, c'est pas des très, très gros prix non plus, là. Mais je te dirais, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, là, à mettre un point Québec? Tu vérifies, mais tu pourras m'écrire, sinon écris-moi en privé, puis on regardera, on regardera ça ensemble. Je viens de voir la question de Bagdad. Ben, en fait, c'est juste que va toujours falloir le dire qu'il y a un tiret ou qu'il y a un accent, qu'il y a un trait d'union. Va falloir spécifier. Ah, oublie pas, il y a un trait d'union. Mais où, là, dans le prénom, le nom de famille, c'est juste comme on met tout d'un trait, on met tout collé. Tout simplement. C'est rajouter il y en a qui rajoutent des traits d'union juste pour que ce soit lisible, mais c'est pas le but du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est que ce soit facile à retenir, que ça soit comme d'un trait, tu le dis, patriciafiliatro.com, c'est pas patricia-filiatro.com, puis même si j'avais un nom de famille, tu sais, mettons Saint-Michel, ben je l'écrirais, moi, d'un trait aussi. Donc, tout simplement, sans mettre de tiret ou de trait d'union. Alors, voilà. Puis évidemment, tout ce qui est SEO, donc ça va être super important de s'y pencher sur le référencement naturel. Donc, je l'ai dit au tout début, mais un site, lorsqu'on crée son site, c'est la première étape. En fait, c'est le début. Donc, on met son site en ligne, puis c'est là que le fun commence. Mais c'est là que le travail commence aussi. Parce que si on veut que notre site sorte sur les moteurs de recherche, sur Google, ben, il va falloir travailler, il va falloir créer du contenu. Il va falloir vraiment faire en sorte qu'on travaille bien et qu'on plaît à Google, qui, Google, bien sûr, est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Donc, veux pas, c'est celui qui domine. L'hébergement, maintenant. Donc, on a choisi notre outil pour créer notre site. Donc, WordPress, c'est ce que je vous recommande. Ensuite, on a notre nom de domaine. Et là, vient le moment de faire d'acheter un forfait d'hébergement. Je vais vous présenter Liquid. Je travaille avec Liquid depuis ça va faire 1 an maintenant. Avant, j'étais avec un autre fournisseur, mais j'ai décidé d'aller avec Liquid récemment, dans la dernière année, parce que c'est vraiment un endroit, de un, c'est en français, donc ça, c'est très apprécié, hein, d'avoir un support en français. C'est québécois aussi. Et le service à la clientèle est vraiment impeccable. Tu as un clavardage en ligne. On peut ouvrir des billets de support. Puis ils sont très aidants. Ils vont pas à la moindre chose dire, ah, ben là, faut payer, on charge pour tel truc. Ils vont nous aider à déboguer. C'est sûr que s'il y a un gros problème sur notre site, tu sais, probablement qu'ils vont nous charger ils chargent des heures de leurs techniciens. Mais moi, à date, ça m'est pas arrivé. J'ai toujours eu un excellent support, un excellent soutien. Donc, je vous recommande Liquid et les prix sont très, très, très concurrentiels. Vraiment, là, c'est très, très intéressant. Alors, vous irez voir ça. Je vais aller dans les questions. Est-ce que l'on peut acheter 2 ou 3 noms de domaine et faire les liens entre eux? Oui, José, on peut faire des redirections.
Absolument. Puis ça, ben, c'est avec l'hébergeur que tu fais ça. Donc, justement, Liquid, tu peux le faire par toi-même ou bien tu leur demandes de t'assister là-dedans. Tu sais, moi, c'est ce que je fais aussi quand j'achète, mettons, pour un client, là, je vais acheter le .com puis le .ca, puis là, on va rediriger l'un vers l'autre. Donc, si le client dit, ah, ben moi, je veux mon site soit sur le .com, ben parfait, le .ca, on va le rediriger. Donc, comme ça, il n'y aura pas de problématique. Ensuite, est-ce que ça a une importance l'endroit où on achète le domaine? Exemple chez GoDaddy ou on fait ça sur WordPress.org? Non, non, non. GoDaddy, c'est parfait. Tu peux acheter ton nom de domaine sur GoDaddy, il n'y a aucun problème. WordPress, on n'achète pas son nom de domaine sur WordPress parce que justement, quand on achète sur WordPress, ça veut dire qu'on est sur le WordPress.com et je ne conseille pas du tout. Vraiment, il faut aller sur le WordPress.org et il n'y a rien à acheter avec WordPress sur le WordPress.org. C'est un outil, c'est un logiciel libre en fait, donc on le prend puis on l'installe tout simplement. On peut viser l'international et utiliser un hébergement au Québec, au Canada. Oui, absolument. Puis le .com, c'est partout, c'est reconnu partout dans le monde. Donc moi, c'est pour ça aussi que le .com, pour moi, c'est très... je l'utilise principalement, ben pour mon site, c'est mon .com, mais sinon, il n'y a pas d'enjeu là, international. Peut-on créer un site web complet via Divi? Ben oui, Cathy, absolument. Créer un site web avec Divi, en fait, on utilise WordPress, puis on installe Divi. Moi, la comparaison que je fais, c'est que ce que je dis, c'est que WordPress, c'est comme si c'était la fondation, puis c'est les murs de ma maison, c'est la bâtisse, OK? Qui est solide, qui a été bien bâtie, bien créée. Puis Divi, ben, c'est la décoration. Donc, Divi, c'est les pots de peinture que j'achète, c'est la décoratrice que j'engage pour faire un environnement agréable chez moi, visuellement, attrayant, confortable. Ben, c'est ça, Divi. Divi, c'est on peinture notre site, autrement dit. C'est un peu la comparaison que je fais. Mélanie, le nom de domaine, est-ce que c'est mieux de prendre un nom sans rapport avec le nom de l'entreprise parce qu'il est vraiment long? Non, faut pas. Si ton nom d'entreprise est vraiment long à ce moment-là, peut-être que tu pourrais faire un acronyme pour que ça soit juste les lettres des mots, la première lettre des mots. Mais non, il faut que ton nom de domaine soit en lien avec ton entreprise, avec le nom de ton entreprise. Il faut qu'il y ait... C'est qu'on veut éviter toute confusion. Tu sais, les gens ont tellement... L'attention est tellement limitée qu'il faut faciliter la vie là, aux gens. Là. Donc, ton nom de domaine doit être le nom de ton entreprise. Puis c'est pour ça que je dis, des fois, dès le départ, on va juste changer de nom d'entreprise. Si on avait une idée de nom d'entreprise, puis on va sur Internet, puis on se rend compte qu'il est pris. Ben, moi, je pense que ça vaut la peine de changer à ce moment-là, carrément. Tes critères principaux d'analyse pour choisir le bon hébergeur. Ben, le prix, c'est un des critères, mais c'est pas tout. C'est vraiment le service à la clientèle. Puis après, la vitesse des serveurs, mais c'est qu'on peut upgrader. Tu sais, on peut commencer avec un petit serveur de base. Plus on voit qu'on a besoin de plus, mais on peut toujours augmenter. Puis la majorité des hébergements l'offrent. J'ai choisi Liquid principalement pour le service à la clientèle. Mais tu sais, honnêtement, GoDaddy, pas de problème. Il y a Web Hosting Canada que j'utilisais avant. Mais à un certain moment, j'avais plus le service à la clientèle. C'était très difficile d'avoir des réponses. Ils sont devenus gros. Puis ils ont comme grossi trop vite. Puis ils n'étaient pas capables de suivre la cadence de répondre aux messages. Donc des fois, j'avais pas de message pendant 2 jours. J'avais pas de réponse pendant 2 jours. Puis quand tu as un bug sur ton site, là, ça te prend une réponse dans les 2-3 heures, là. On s'entend, là. Il faut que ça se règle rapidement. Je vais retourner dans ma présentation, puis je vais revenir. Je vois plusieurs questions qui s'ajoutent. Je vois des questions qui sont en privé. Est-ce que c'est parce que vous ne voulez pas que je les dise à voix haute? Parce que c'est sûr, ce serait préférable que vous les mettiez à tous, parce que en privé, ben les autres ne voient pas vos questions, puis ça peut être des questions pertinentes pour tout le monde, évidemment. Le cahier de charge. Là, ça, c'est le bout, comme je vous disais, là, le mot un peu ingénieur. Puis je dis ça parce que mon chum, il est ingénieur, mon mari, puis ça sonne bien... ça sonne sérieux.
Tu sais, cahier de charge, oh mon Dieu, je vais bâtir un cahier de charge pour mon site web. T'sais. Ça a l'air bien, bien compliqué. C'est vraiment pas compliqué, là. C'est une feuille. C'est un document. Puis justement, voyons, excusez, le carnet de notes, je vais aller chercher la photo. Je le trouve tellement beau, mon carnet de notes. Ça peut faire office de tout simplement de cahier de charge. Comment que je pourrais vous mettre ça? Un petit peu. Cahier de notes. Je suis capable? Ouais. Ce sera pas long. Je vais vous montrer mon beau cahier. Je l'aime tellement. Puis, si vous prenez ma formation, d'ici le 27, je vous en offre un. Est-ce que ça a fonctionné? Excusez. Je vais aller voir après si ça a marché. Attendez. Je pense que ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je vais y revenir plus tard. Le cahier de charge, en fait, là, ça peut être une feuille, un document Word, un document Google Doc. Moi, je vous conseille vraiment Google Doc parce que c'est beaucoup plus facile pour transférer à d'autres personnes. Hein. On s'entend pour partager, parce que souvent, on crée notre site, on n'est pas seul, là. Hein? On est avec plusieurs personnes. Donc, soit un graphiste ou juste quelqu'un qui va nous aider à lire nos textes, à rédiger nos textes. Hein? Mais on peut en faire une bonne partie tout seul quand même. Là. Je vais vous le montrer. Là. Vous devriez le voir. Cliquez pas sur le lien, là, ça sert à rien, ça mène vers mon site, là, mais c'est mon beau petit carnet de notes, mon beau petit cahier. Donc, si vous prenez ma formation, vous aurez mon beau cahier. Mais comme je vous dis, ça peut être vraiment n'importe quel document, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous ayez tout ça au même endroit. Le cahier de charge, le document, puis je vous en donne des exemples un petit peu plus loin. Ici, un exemple de cahier de charge, puis un exemple d'échéancier et de checklist. OK? Donc, je vais y revenir tantôt. Mais le cahier de charge, ben, c'est là qu'on va se poser des questions. En fait, c'est qui notre public cible? C'est quoi les objectifs de notre site? T'sais, qu'est-ce qu'on veut que le site accomplisse, là? C'est quoi les fonctionnalités? Puis, c'est là qu'on met tout par écrit. De un, si on veut aller en soumission pour aller chercher quelqu'un qui pourrait créer le site pour nous, c'est la façon de faire. Donc, on met tout par écrit et on envoie la même chose à tous les prestataires qu'on veut qui soumissionnent sur notre projet. Comme ça, ils ont toute la même information, qu'on peut réellement comparer les soumissions des différentes agences. Mais aussi, c'est que c'est un document de référence, justement, avec toutes les personnes avec qui vous allez travailler sur votre site. Puis même si vous êtes seul à travailler sur votre site, ben tout va être au même endroit. Puis vous pouvez vous mettre des notes quand vous avez une idée, quand il y a un aspect que vous voulez améliorer de votre site, vous allez dans ce document-là. Donc, c'est quoi les fonctionnalités qu'on souhaite? Un formulaire de contact? Probablement, hein, c'est assez la base sur un site web. Donc, c'est une fonctionnalité, ça. Tu sais, les fonctionnalités d'un site web, c'est tout ce qui nécessite de créer, en fait, des éléments. Et probablement qu'il y a une extension qui existe. Si c'est une extension WordPress, on est super content. Si c'est via Divi aussi, il y a beaucoup de modules qui viennent avec Divi, qui est, comme je vous disais, le builder que moi j'utilise. Il y en existe plusieurs autres. Juste pour vous dire, là, les deux plus gros, les deux plus utilisés, c'est Divi et Elementor. OK? Donc, si vous avez déjà entendu parler de Elementor, c'est l'équivalent. Divi, c'est à peu près l'équivalent. Si tu peux aller voir, Karine, sur mon site, j'ai un article qui compare, en fait, qui explique pourquoi moi, j'ai choisi Divi versus Elementor. Non, je pense que c'est sur le site de La Tranchée que j'ai mis cet article-là. Mais c'est le même principe. D'autres fonctionnalités qu'on veut pour notre site, un blog, du commerce en ligne, un abonnement à l'infolettre. Hein, c'est vraiment des contenus qui sont des éléments en fait qui sont très, très fréquents sur des sites web que la majorité des gens veulent. Ben, on le met dans notre cahier de charge, on met tout ça au même endroit. Puis aussi, c'est qu'on peut mettre en ordre de priorité de ce qu'on veut réaliser à très, très court terme,
puis ce qu'on veut réaliser un petit peu plus tard dans le processus. Parce que des fois, ben, au début on n'a pas nécessairement le temps. Tu sais, moi, je le dis, là, les gens, on peut créer un site en une journée. On peut avoir un site, on achète le nom de domaine, on fait l'hébergement, on met une page, puis quelques informations, notre logo, un formulaire de contact, on a un site web en ligne. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est tout ce qui vient après. C'est pas un problème, c'est le fun, mais c'est à créer. Et surtout, ce que je dis, moi, aux gens que je forme, je leur dis, créer un one-pager, là, un genre de site, une seule page, dans laquelle on peut scroller via le menu. Et quand on clique, ça redescend à l'intérieur de la page. Comme ça, on a tout au même endroit. Ça prend beaucoup moins de temps à créer. On le met en ligne. On peut commencer nos activités commerciales. Et après, on est à même de créer un site avec plusieurs pages. Donc, tout simplement, on n'a pas besoin d'attendre que notre site soit, que les 10 pages, nos 10 services ou nos 10 produits soient faits. Au moins, on a quelque chose qu'on met en ligne rapidement et simplement avec WordPress et Divi. Alors, voilà. Tous les éléments qu'on met dans notre cahier de charge, ben, si vous connaissez un peu les communications, vous allez remarquer, c'est pas mal les étapes d'un plan de communication. Tu sais, c'est quoi le public, c'est à qui on s'adresse, c'est quoi les objectifs de notre site, les fonctionnalités, puis c'est quoi les ressources que j'ai. Est-ce que je vais le faire seul? Est-ce que je vais aller chercher une agence? Est-ce que j'ai le budget? Si je le fais seul, est-ce que je prends une formation? Est-ce que je le fais seul à 100%? Qu'est-ce que je fais? Et l'échéancier, puis j'ai des documents pour vous. Donc, vous allez pouvoir les utiliser. Donc, un exemple d'échéancier, de cahier de charge ici. Donc, quand je vais vous envoyer ma présentation, vous les aurez. Un exemple d'échéancier qu'on peut faire pour voir en fait toutes les étapes qui sont nécessaires à faire pour notre site, puis dans l'ordre, en fait, dans l'ordre logique, tu sais. Il y a des choses, bien sûr, ça nous prend notre image de marque, ça nous prend notre branding, ça nous prend nos photos, nos textes pour commencer à bâtir notre site. C'est sûr qu'on peut mettre des faux textes, des fausses photos, mais rapidement, il va falloir avoir les vrais contenus. Donc, un échéancier, un outil de travail qui est très apprécié pour créer un site. Donc, je vous le rends disponible. Et ma fameuse checklist. Et là, je pense que ça va valoir la peine que je vous partage mon écran. C'est une checklist que j'ai créée, que les gens aiment beaucoup, avec les différentes étapes à penser pour bâtir un site. Je vais aller chercher ça, puis je pense que je vais vous partager mon écran. Attendez, excusez. Et voilà. OK, je vais vous partager mon écran. OK. Donc là, vous devriez voir mon écran. Et ici, c'est ma checklist, puis je vous rends disponible. Vous allez pouvoir faire une copie. Et c'est vraiment toutes les étapes. Donc, les étapes, on peut mettre les tâches, le début, la fin. Et une fois que c'est fait, on peut venir cocher comme ça ou décocher. Vous voyez, ça change de couleur, la tâche lorsqu'elle est faite. Et c'est un échéancier de Gantt comme ça. Donc, on peut vraiment avoir une vue d'ensemble sur son année et voir les différentes étapes. Ensuite, ben, j'ai mis ici les étapes importantes à faire lorsqu'on crée un site, l'achat du nom de domaine, ensuite l'hébergement, le certificat SSL, on veut absolument un site en HTTPS. Ça aussi, c'est des erreurs que je faisais au début où je m'en préoccupais pas trop. J'avais des sites qui étaient non sécurisés. Là, les premiers sites que j'ai créés, je me préoccupais pas de ça. C'était moins important dans le temps que ce l'est aujourd'hui, mais quand même, tu sais, j'aurais pu faire bien attention à ça. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. Ensuite, on installe WordPress, on installe Divi. On peut justement installer Really Simple SSL, qui est une extension qui va forcer l'utilisation de notre HTTPS.
créer une page maintenance, hein, au départ, puis je vais vous montrer, moi, l'extension que j'utilise pour ça, parce qu'on crée notre site, puis il n'est pas prêt du jour au lendemain, mais on peut mettre une page maintenance sur laquelle on vient mettre nos coordonnées, notre logo, nos réseaux sociaux, comme ça, les gens, s'ils arrivent par hasard sur notre site, ils vont voir quand même de l'information, ce ne sera pas une page vide. Ensuite, on utilise WordPress, donc on ajoute notre logo, on crée notre menu, nos pages, etc., etc. On ajoute un favicon, un favicon, hein, c'est le petit icône ici qu'on voit, vous voyez le petit F de Facebook. Et voilà, j'ai plusieurs autres étapes. Mais l'idée aussi, si vous voyez ici, j'ai juste à changer. Je peux venir mettre la date d'aujourd'hui, puis dire je commence mon site aujourd'hui. Et là, ça va tout venir se déplacer et je peux venir changer les dates aussi des différentes étapes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un outil spreadsheet de Google. Donc, on a juste à partager l'URL où on partage ici et d'autres personnes peuvent rentrer dans notre document et travailler notre site web avec nous. Alors, voilà pour mon partage d'écran. Oui, un Gantt, Marie-Ève, moi aussi, j'aime beaucoup. Je suis Team Gantt. OK, je vais aller voir dans les questions. Oui, c'est ça, pour le choix de l'hébergement. Donc, le soutien offert, la langue. Donc, moi, c'est sûr que je m'exprime quand même bien en anglais, mais des fois, il y a des problèmes que je rencontre que mon hébergeur, il parle français, ça fait vraiment mon bonheur, là, parce que il y a certaines situations que j'ai même de la misère à expliquer en français. Donc, si je suis obligée de l'expliquer en anglais, ça rend la vie encore plus compliquée. Est-ce vrai que pour l'hébergement, souvent, on paye un prix X pour la première année, mais ensuite, ça coûte vraiment plus cher? Oui, mais pas vraiment plus cher. Honnêtement, là, tu sais, la première année, on peut être autour d'un 100 $, mais c'est pas tant pour l'hébergement, ça, c'est plus pour le nom de domaine, en fait. Sauf que quand vous achetez chez Liquid, le nom de domaine est inclus dans le forfait d'hébergement. Donc, c'est intéressant. Et le certificat SSL aussi chez Liquid. Ça, c'est cool. D'avoir le certificat SSL d'inclus dans le prix. Donc, merci Karine pour l'article. On peut donc avoir un blog avec WordPress sans trop savoir comment coder. Oui, absolument. Mais l'idée, c'est de dire que si éventuellement on apprend un petit peu plus le langage informatique, on va pouvoir améliorer notre contenu. Mais on pourrait très bien créer un site de A à Z avec les outils d'aujourd'hui sans coder du tout. Une des questions reçues était en lien avec comment s'assurer de bien protéger notre site. Oui, merci Karine, tu as mis l'article sur 5 moyens d'assurer la sécurité de votre site WordPress. C'est vraiment important d'assurer la sécurité. Comme je vous l'ai dit, WordPress, c'est l'outil le plus hacké, donc le plus vulnérable, mais c'est normal, c'est le plus utilisé. Donc, voilà. L'adapter sur Notion. Écoute, je suis pas encore sur Notion, mais j'en entends tellement parler que ça commence à me titiller Notion. Évidemment, je créerai pas un site web sur Notion, là, mais pour travailler son cahier de charge, notamment, ça peut être une super bonne avenue. Sylvie, oui, ça fait beaucoup de logiciels à maîtriser. T'as raison. T'as vraiment raison. Puis, ce qui arrive aussi, c'est que chaque outil a sa fonctionnalité. Puis on peut pas penser qu'un outil va tout faire. Tu sais, WordPress, ça fait pas du email marketing. Chaque outil a ses fonctionnalités et à un moment donné, on fait un choix. On se dit, ben, je vais maîtriser WordPress, mais le email marketing, je vais le laisser à une autre agence, une agence qui va le faire. Quoique, c'est quand même aussi assez accessible. C'est des outils. Quand on est bien accompagné, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là, on réussit quand même à bien se débrouiller. Puis moi, c'est pour ça que j'ai bâti mes formations. C'est exactement pour ça, parce que c'est complexe, puis c'est vaste, puis il y a tellement de choses qu'on s'y perd. Donc,
Oui, en effet. Je te comprends, Sylvie, d'être un petit peu dépassée. Devrait-on prendre le nom de domaine au même endroit que l'hébergement? Oui et non. Ça, c'est pas nécessaire. Moi, je le conseille que ça soit au même endroit, juste pour dire que c'est sur la même facture, puis qu'on paye les deux en même temps pour se faciliter la vie, puis pas oublier. Parce que, tu sais, si on oublie on peut faire le renouvellement automatique, ça va passer d'année en année sur notre carte. Mais, tu sais, moi, pourquoi se compliquer la vie d'avoir deux factures à payer, pas oublier de la payer? Ah, si notre carte de crédit change, il faut aller changer à deux endroits. Ben moi, je préfère que tout soit au même endroit. C'est une seule facture. Puis en plus, chez Liquid, le nom de domaine est gratuit. Il est inclus dans le prix. Donc, pourquoi j'irais payer, mettons, 20$ à côté pour mon nom de domaine, plus 100$ pour l'hébergement, alors qu'en payant le 100$, le 20$, il est inclus dedans. Il est comme gratuit, finalement. Donc, c'est plus... Je vous conseille de le faire tout au même endroit. Excellent, excellent. Je vois... Ah oui, Diane, pour une auteure, le nom de l'éditeur ou son nom d'auteur. OK. Si tu as une maison d'édition, ça peut être le nom de la maison d'édition, absolument. S'il y a plusieurs auteurs qui vont publier dans cette maison d'édition-là. Mais si tu es la seule, peut-être que le nom d'auteur peut suffire aussi. Mais tu peux acheter les deux et faire une redirection entre les deux. Tu bâtis un seul site, mais tu as deux adresses qui pointent au même endroit. Qu'est-ce que tu veux dire, Mélanie, si ça plante? Est-ce que tu peux être un petit peu plus précise? Oui, le nom de domaine, tu peux le changer, sauf qu'il y a un délai, je crois que c'est 60 jours. Il faut que tu attendes 60 jours après l'achat. Là, tu peux le transférer. Puis Liquid, ils vont t'accompagner là-dedans. Okay? Ils vont t'accompagner dans le transfert. Ils vont t'expliquer comment. Il va falloir que tu lances un transfert. Tu vas recevoir une clé API, que tu vas... un EPP code, pardon, que tu vas recevoir, qu'il va falloir que tu rentres dans un champ. Donc, oui, il y a moyen. D'avoir tout au même endroit. Ah, ben si ça plante, OK. Que tu aies tout au même endroit ou pas, si ça plante, tu es dans la M. Et pour ça, il faut avoir des backups. C'est le seul moyen. Avoir des backups réguliers, une fois par mois, qu'on fait nos propres backups, mais une fois par jour chez l'hébergeur. Mais on ne peut pas se fier uniquement au backup de l'hébergeur. Il faut vraiment regarder de notre côté pour avoir nos propres backups. Et ça, je le montre dans ma formation. Donc, quel outil utiliser, à quelle fréquence faire nos backups. Si on a un site assez de base, une fois par mois, ça peut suffire. Mais si on a un gros e-commerce, des fois, c'est plusieurs fois par jour qu'il faut avoir des backups. Hein? Parce que si on perd des ventes à cause qu'on a perdu notre site, c'est problématique. Tu recevras l'enregistrement. Oui, t'inquiète, Manon. Que pouvons-nous, lorsque ça fait plus de 60 jours, transférer un nom de domaine. Donc, il faut que ça fasse plus de 60 jours, sinon tu ne peux pas le transférer de registraire. Il faut que tu restes sur le même sur lequel tu es. Ça prend, après 60 jours, il est comme débloqué en quelque sorte. Si on a l'URL ailleurs, l'URL, j'imagine le nom de domaine, Mélanie, on pourra le faire pointer ailleurs. Je pense à tous les gens qui ont leur site chez OVH. Oui, oui, tout à fait. Tu peux l'acheter à un endroit, puis après, en fait, c'est que tu as le nom de domaine, puis après, tu fais pointer les DNS. Donc, c'est comme les adresses qui vont se rendre dans le bon serveur pour montrer les bons contenus à l'écran. Les contenus de ton site web. Alors, je retourne dans ma présentation. Alors... comme ça. Et voilà. OK. Donc, on note tout dans ce cahier de charges-là dont je vous parlais. Tu sais, même la ligne éditoriale. OK? Est-ce qu'on va parler au-dessus? Est-ce qu'on va parler au vous? Quel niveau de langage on va utiliser dans notre site? Faut bien connaître notre persona, notre public cible. Hein? Tu sais, c'est tous des termes qui reviennent dans l'univers du marketing parce que, pour moi, le site web, puis pas juste pour moi, là, pour pas mal tout le monde, c'est l'outil de communication ultime, le site web.
Donc, je vous conseille de tout mettre ces informations-là et de réfléchir au maximum aux fonctionnalités souhaitées. Et j'ai encore un article sur mon blog qui explique comment créer un champ lexical, donc comment créer le champ des termes et des mots qu'on va utiliser autour de notre article pas de notre article de blog, pardon, mais de notre site web. Donc, Karine, si tu peux le mettre, là, l'article sur le champ lexical. Et combien ça coûte faire un site? Si on décide de le faire par nous-mêmes, ben c'est du temps. Hein? Au lieu de mettre de l'argent, on met du temps. Mais ce qui est bien, une fois qu'on a bâti notre site, c'est qu'on est capable de le maintenir, de le mettre à jour. Donc, on maîtrise en fait l'ensemble de ces fonctionnalités, puis on n'est pas dépassé s'il arrive une situation, le site, il y a un élément qu'il faut changer, vite, vite, vite. Il y a un employé qui quitte, il faut aller changer, enlever sa photo du site web. On va être capable de le faire par nous-mêmes. On n'a pas besoin d'attendre après quelqu'un, après une agence, après un programmeur qui est débordé parce qu'on s'entend que les agences, des projets de site web, on en a beaucoup parce que tout le monde, toutes les entreprises ont besoin d'un site. Donc, c'est soit qu'on met l'argent, soit qu'on met le temps. Mais un site peut rapidement être autour de 5 000, de 10 000 de 15 000 parce que plus on veut de fonctionnalités, plus on veut un design qui est élaboré, qui est complexe, ben plus ça va coûter cher, évidemment. Ce qui est merveilleux avec Divi, c'est qu'on a accès à des templates, des layouts qui sont magnifiques et qui sont surtout très, très variés. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 200, je crois, types de templates de sites web qu'on peut réutiliser, qu'on met à notre main. Là. Donc, on modifie le visuel, on modifie les couleurs, les typographies, les images, etc., pour vraiment en faire notre propre site. Puis, quelqu'un regarderait notre site, puis le template qu'on a utilisé, puis ferait comme « Ah, ça ressemble pas du tout. » Ça a été tellement personnalisé qu'on peut même plus reconnaître que c'est un template qui a été utilisé à l'origine. Les textes, bien sûr, on écrit pour les utilisateurs, mais on écrit aussi pour les moteurs de recherche, pour Google. Donc ça, c'est ce que j'enseigne également dans ma formation, comment écrire pour le web. Donc toujours bien penser aux mots-clés qu'on utilise. L'article sur le champ lexical que Karine vous a mis est très pertinent. Toute la structure, H1, H2, H3, ça vous dit peut-être rien pour l'instant, mais c'est des termes qui vont être importants à connaître pour bien structurer vos pages. Donc, le titre, c'est le H1. Ensuite, on a des H2 qui sont les sous-titres. Ensuite, on a des H3, les sous-sous-titres. OK? Si j'ai du temps à la fin, je vais vous montrer des exemples de ça. Puis, bien sûr, il y a le métatitre, la métadescription. Ce qu'on voit dans Google, hein? Avant de cliquer sur un site dans Google, on voit un titre, l'URL qui est cliquable, il y a un titre et une métadescription juste en dessous. Et c'est ce qui est pertinent pour nous en tant que propriétaire de site web de vraiment bien le travailler parce que c'est la seule chose que les gens voient sur Google qui va leur donner envie de cliquer ou non sur notre site. Donc, il faut vraiment soigner nos métatitres et nos métadescriptions. Mélanie, tu dis que tu préfères Divi à Wix. Oui, parce que Divi, ça s'installe pas sur Wix. Divi, ça s'installe sur WordPress. OK? Donc, c'est vraiment WordPress. Moi, mon duo, c'est WordPress et Wix. Manon, je suis sur la plateforme, c'est mon site, mais j'avoue, j'hésite à passer sur Shopify pour le côté facilité d'utilisation. Est-ce bien adapté quand on a un e-commerce avec peu d'articles physiques et peu de connaissances? Oui, sauf que si tu as peu d'articles, moi, je te dirais, Manon, WordPress avec WooCommerce, qui est l'extension pour créer des sites, va vraiment être pertinent là. Parce que Shopify, il y a des frais aussi, alors que WordPress avec WooCommerce, il n'y a pas de frais. Il y a des frais pour la plateforme de paiement, évidemment. Mais Shopify, ce qui arrive, c'est que c'est plus axé boutique en ligne. Fait que si tu veux un blog, si tu veux d'autres fonctionnalités dans le futur, ça va être moins adapté. Donc, de ce que je comprends, si tu n'as pas beaucoup de produits, une boutique en ligne WooCommerce ferait
le travail et je montre WooCommerce dans ma formation WordPress Divi, la base de WooCommerce, parce que ça peut être très, très, très élaboré, mais la base pour une petite boutique en ligne, ouais. Puis ça peut être des produits physiques comme des produits numériques. Pour les photos sur le site, quels sont tes conseils? Pro, stock ou les trouver, le poids des photos? Je vais en parler des photos tantôt, mais pour vrai, moi, je vais toujours conseiller d'avoir des photos qui nous appartiennent. Donc, des photos qu'on a fait prendre par un photographe. Ça va être beaucoup plus personnalisé. Mais c'est sûr qu'au début, des fois, on n'a pas les budgets pour engager un photographe. Donc, on va y aller vers une banque de photos. Ça peut être Shutterstock, iStock Photo. Il y en a des gratuits. Pixabay. Tu pourrais peut-être en écrire quelques-uns, Karine. Unsplash, FreePic également. Et le poids, ben, on ne veut jamais qu'une photo fasse plus que 500 K. OK? Donc, 500 kilobytes versus... on veut pas des photos qui font 1 meg et plus, là. Absolument pas. Il faut que les photos soient légères. Je poursuis parce que le temps file. Deux aspects hyper importants, en fait, 3 du SEO, parce qu'il y en a un que c'est le référencement payant, donc le SEM, Search Engine Marketing. Donc, c'est tout ce qui est Google Ads. C'est pas nécessairement lié à la plateforme qu'on choisit pour faire son site, mais c'est dans les stratégies, en fait, de visibilité là, sur le web. Mais les 2 aspects qui sont super importants, c'est le SEO sémantique, donc tout ce qui est contenu, et le SEO technique. Et ça, ben WordPress le couvre super bien parce que ça a été pensé, ça a été réfléchi pour le SEO. Donc, c'est super facile de venir mettre ses H1, H2, donc sa structure de titre, son méta-titre, sa méta-description. Le code est bien conçu, ça charge rapidement si on met des images qui sont légères, si on entretient bien notre site web, etc., etc. L'importance du contenu. Ah ouais, ça c'est la question qui tue. Selon vous, combien de mots devrait contenir une page sur un site web? Dites-moi ça. Une page ou un article de blog, là, peu importe. Je vais aller voir pendant ce temps-là. J'ai une start-up en web. J'ai une question au niveau de comment charger. On charge un coût récurrent annuel ou un prix une fois. Ah, en création de site web, moi, je charge un prix une fois. Puis la personne peut payer en 2, 3 versements, mais c'est pas des montants récurrents. Moi, une fois que j'ai fait le site pour la personne, je sais pas si c'est ça ta question, Daniel, là, mais une fois que j'ai fait le site, la personne me rémunère. Puis, si par après, elle veut d'autres banques d'heures pour d'autres services futurs, oui. Mais sinon, non. Gros minimum 350, 500 mots, 250 à 1000 mots, dit Sylvie. Entre 300 et 800, dit Bagdad. Vous avez pas tort. Je vous dirais que c'est minimum 500 mots. Et pour certaines sphères d'activité, c'est minimum 1000 mots. Mais c'est parce que ça dépend vraiment de votre sphère d'activité. Parce que si vous êtes dans une industrie où la majorité des autres sites, ça dépend de la compétition. Fait que si vous êtes dans une sphère d'activité où les autres sites ont pas beaucoup de mots, vous n'aurez pas besoin d'en faire beaucoup. Il va juste falloir en faire un petit peu plus pour espérer les dépasser. Donc, ça dépend, vraiment. Mais il ne faut pas s'attendre à en bas de 500, là, c'est très, très, très rare. Évidemment, on ne fait pas de copier-coller, on ne reprend pas du texte d'un autre site. Ça va être, Google va nous pénaliser parce que Google va avoir indexé le contenu de l'autre site avant le vôtre parce que le site existe déjà. Si vous copiez, c'est parce que le site existe, vous y avez accès. Donc, ça, c'est vraiment, là, on oublie absolument, on ne fait jamais, jamais ça. On peut faire planter complètement notre site pour cette raison-là. Une question, Josée, a plusieurs intérêts. Photographie, massothérapie, est-il mieux de tout mettre sur un seul site ou de faire plusieurs sites? Mais moi, je te dirais de faire plusieurs sites parce que c'est vraiment des... Tu sais, en marketing, on parle de clarté, on parle de... Tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent. Puis, s'ils comprennent pas, ils vont dire, OK, mais attends, est-ce que je peux prendre son service de photographie ou je suis obligée de prendre la masso en même temps? Puis c'est quoi le lien? Oui, c'est tes 2 passions, mais tu sais, moi, je crée des sites web. Si, mettons, j'ai une passion pour l'horticulture puis je veux bâtir un site de jardinage, je le mettrai pas sur mon site d'agence qui crée des sites web.
j'ai pas le même public, c'est pas les mêmes besoins, ce sera pas le même branding non plus. Donc, moi, j'irais vraiment pour deux sites complètement différents. Dans ton cas, là, c'est José là, qui posait la question. Daniel dit, avec WordPress Divi, peut-on donner accès à une partie du site à notre client pour qu'il soit autonome? Ben oui, absolument. Puis il y a différents niveaux d'utilisateurs. Donc, on peut donner un accès admin où là, notre client a accès à tout. Mais on peut donner des accès restreints pour que les gens accèdent à des parties du site seulement ou certaines fonctionnalités comme changer des textes, tout simplement. Je vais accélérer parce qu'on arrive à la fin. Je vous parle d'un outil, Mangools. Donc, si vous allez sur le patriciafiliatro/Mangools, ça, c'est un outil pour faire de la recherche de mots-clés principalement, puis connaître les volumes de recherche pour rédiger des contenus qui sont à haute valeur SEO, donc pour le référencement naturel. Vous avez, avec mon lien, un 10% de rabais sur cet outil-là, mais vous pouvez aussi utiliser la version gratuite qui est très intéressante. Elle est limitée à un certain nombre de recherches, mais quand même, c'est un outil qui est bien intéressant dans sa version gratuite également. Les images, ben on en a parlé, fait que je vais aller quand même assez rapidement. Donc, 500K, 500 kilobytes maximum. On veut pas des images de 2, 3, 4, 5 MB, absolument pas. Et il faut les compresser. Il existe des outils pour les compresser. Photoshop, on peut le faire. Sinon, moi, j'utilise compressjpeg.com ou compresspng.com. Et, mais sinon, il y a des extensions qui compressent à même les sites web. C'est pas l'idéal. Moi, je recommande vraiment toujours de compresser ces images avant de les importer dans son site, mais quand même, c'est quelque chose qui peut se faire. Puis, ben vraiment, les images, c'est ça qui a un très, très gros, un impact important sur le temps de chargement. Donc, il faut vraiment soigner le poids de ces images. Google veut voir des images, OK? Donc, puis ici, Google parle d'inclure une image tous les 100 mots. Je trouve que c'est extrême, c'est beaucoup trop parce que ça voudrait dire qu'on met 10 images sur une page qui a 1000 mots, pardon. C'est énorme. Moi, je serais plus du type à dire on est autour de 3 ou 4 photos pour une page de 1000 mots. Puis l'idée, c'est que les images, les photos amènent quelque chose au propos, que ça soit pas juste des images pour mettre des images. Puis c'est pour ça aussi que c'est intéressant quand on fait faire nos propres photos par un photographe, c'est qu'on a vraiment des images très ciblées par rapport à notre besoin. OK. Le temps de chargement, ici, une statistique, puis c'est sûr que vous êtes d'accord avec cette statistique-là. 75% des utilisateurs ne se rendent pas plus loin que la première page de résultats de Google. OK? Et les sites qui chargent trop lentement ne se retrouvent pas en première page de Google. Les sites qui ont du contenu de pauvre de qualité médiocre ne se retrouvent pas en première page de Google. Donc, on veut être en première page de Google pour différentes requêtes. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Le référencement naturel, le SEO, c'est beaucoup de travail, mais c'est du travail qui perdure dans le temps. Puis on ne va jamais en fait, perdre son référencement, à moins qu'on fasse une très grosse gaffe sur son site web. Pour calculer, un outil que j'utilise pour connaître la vitesse de chargement de votre site puis certains éléments, c'est sûr que c'est assez technique, mais vous pouvez envoyer ce type d'analyse-là à un programmeur qui va voir la vitesse de chargement de votre site puis qui pourra l'améliorer. Je vais vous parler de Divi. Donc, je suis rendue là, puis je vais vous parler de ma formation. Parce que, je le dis, on n'a pas besoin de coder si on veut bâtir un site web. Avec Divi, notamment, on peut faire presque tout. C'est sûr qu'à un certain moment, on se retrouve peut-être pris à devoir aller jouer un petit peu dans le code, mais j'enseigne le code qui est nécessaire pour des débutants dans ma formation. Et la petite surprise, c'est que je vous offre ma formation WordPress et Divi à 20% de rabais. Ça, c'est 20% de rabais, sur Divi, parce que présentement, il y a aussi un 20% de rabais sur Divi. Mais ma formation, je vais juste passer les extensions, puis je vais y revenir après.
ma formation que j'ai bâtie dans les dernières années. Ça fait 1 an et demi et j'ajoute des vidéos au fil du temps également. C'est ma formation WordPress et Divi. Je vais aller sur mon site pour vous la montrer, mais je vais vous montrer le code promo. Donc, vous avez jusqu'au 27 avril pour profiter de 20% de rabais sur ma formation avec le code promo PF20. Et pour vous procurer, vous allez sur le patriciafiatro.com/FWD ou le checkout directement FWD-checkout. Je vais, merci Karine, je vais cliquer sur le lien pour aller sur ma formation, puis je vais vous la présenter. Ma formation est, j'ai voulu bâtir une formation vraiment extrêmement complète, OK? J'avais pas envie d'une formation qui allait pas permettre aux gens d'aller jusqu'où ils veulent aller dans la création de leur site. Je vais juste aller, je revois plus. Attends un petit peu. T'avais-tu mis, je vais le prendre ici. Parfait. Donc, ma formation, c'est 15 heures de vidéos accessibles à vie. À vie, ben, c'est toute la durée de vie de ma formation, mais j'ai pas l'intention qu'elle disparaisse de sitôt. Au contraire, mon but, c'est de la mettre à jour constamment. C'est une formation qui va vous permettre de faire toutes les étapes de A à Z pour créer votre site web, de l'achat du nom de domaine au setup de l'hébergement et dans la création de toutes les étapes. Je vais aller au prix parce que je me doute que c'est quelque chose qui est important. Et soit dit en passant, vous pouvez payer jusqu'à 4 versements. Donc, le prix de ma formation, il est à 1695, alors qu'un site web pourrait coûter 5 à 30 000 $ même en fonction des différentes fonctionnalités qui sont souhaitées. Mais avec mon rabais de 20%, ça vous revient beaucoup moins cher que 1695. Sachez que dans cette somme-là, vous avez accès à des classes virtuelles à toutes les 2 semaines. Donc, il y a une classe virtuelle en temps réel à toutes les 2 semaines sur Zoom où vous pouvez me poser toutes vos questions et mon programmeur, Kazim, est là avec moi. Donc, dès que c'est des questions qui sont liées au code, Kazim est là pour répondre à vos questions et vous aider. Donc, on fait du partage d'écran et vraiment, on va directement dans votre site. C'est une formation qui vous permet d'apprendre à bâtir votre site, mais aussi à apprendre à bâtir des sites pour les autres. Donc, ça peut être une formation qui est dans un contexte où vous voulez devenir créateur de site web, mais pour votre propre site également, vous allez rapidement rentrer dans votre argent parce que vous allez tout savoir sur votre site, vous allez être capable de le mettre à jour vous-même, de faire les backups vous-même, donc de ne pas dépendre d'une agence, puis de ne pas être frustré à attendre que les gens de votre agence, puis je le sais, j'en ai une agence, puis des fois, il faut que je fasse patienter mes clients parce que j'ai beaucoup de projets. Donc, des fois, un client va m'écrire le lundi, mais des fois, je vais juste y répondre 2 ou 3 jours après que je vais être capable d'effectuer le changement qu'ils me demandent. Alors que lorsque les gens sont autonomes, bien, c'est immédiatement qu'ils sont capables de mettre en ligne leur site puis de modifier, en fait, toutes les informations qu'ils le veulent. Il y a une garantie de 30 jours. Donc, si en 30 jours, vous commencez à regarder la formation puis vous dites « Ah non, finalement, c'est pas pour moi », bien, on pourra voir à un remboursement là, sans problème. Je vais juste aller arrêter mon partage et je vais vous lancer donc l'offre ici. Alors, comme ça ici. Donc, vous devriez voir à l'écran ma formation. Puis, tu sais, vraiment, cette formation-là, j'ai tout mis, ce que je sais et ce que j'utilise et ce que je fais en création de site web depuis 10 ans déjà que je fais des sites. Et vous avez donc ce 20% de rabais-là jusqu'au 27 avril. Je vais aller voir dans les questions
qu'est-ce qu'on a comme questions, puis continuez à me poser vos questions, puis des questions sur la formation aussi, évidemment, pour voir si c'est fait pour vous. Parce que si c'est pas fait pour vous, je vais vous le dire. Inquiétez-vous pas. Il y a un outil SEO français qui prend en considération cette comparaison de la longueur des contenus. C'est Content Machine. OK, cool. Merci, Bagdad. Moi, j'utilise SEMrush, mais il y en existe beaucoup, en effet, des outils. Et sachez que j'ai un module dans ma formation qui est sur le SEO. OK? Donc, je vous abandonne pas sur le SEO avec ma formation WordPress et Divi. J'ai un module là-dessus. Je vais vous le montrer. Je vais aller sur le site. Ma formation est sur le site de La Tranchée. Donc, c'est une école en ligne. Donc, je vais vous montrer. Je vous partage mon écran à nouveau. Et voilà. Donc, c'est ma formation, 15 heures de vidéo et ce qu'elle contient. Donc, on démarre de zéro. Comment, c'est quoi la différence entre WordPress.com, WordPress.org, comment choisir son nom de domaine, les informations par rapport au SEO, tout ce qui a trait à l'hébergement, comment créer un one-pager immédiatement. Donc, en 30 minutes, créer un site qu'on peut mettre en ligne, qu'on va évidemment peaufiner avec le temps. Vraiment, là, tout y est. Et c'est des vidéos, des fois de 20 minutes, mais des fois des petites vidéos de 3 minutes où j'explique certains contenus. Quand il y a eu des grosses mises à jour de WordPress, l'été dernier, notamment, la version 5.8 était quand même costaud, donc j'ai fait une vidéo pour expliquer. Puis ensuite, on rentre vraiment dans Divi, donc comment personnaliser Divi de A à Z, là, comment personnaliser son site web. Et tous les modules de Divi, donc pour ajouter des images, des textes, boutons, vidéos, des éléments audio. Si vous avez par exemple un podcast, des liens pour vous trouver, vous suivre sur les réseaux sociaux, des témoignages, des tableaux de prix. Donc, tout ce qu'on peut ajouter finalement sur un site, opt-in, email, donc pour que les gens s'abonnent à votre infolettre, par exemple. Donc, vraiment, tout est dans cette formation-là. Puis c'est vraiment de dire, vous saurez bâtir votre site, puis vous saurez l'exploiter, l'utiliser et l'améliorer au quotidien. Donc, c'est vraiment le pari que j'ai pris en créant cette formation-là parce que vraiment, je veux que les gens puissent être autonomes et qu'il y ait un avant-après. Donc, avant j'ai pas de site, je perds des ventes, j'ai pas de visibilité en ligne. Après, j'ai bâti un site et notamment, je peux le modifier par moi-même, je peux l'améliorer par moi-même au quotidien. Dès que j'ai une idée, je veux faire un article de blog, je peux aller le mettre en ligne, j'ai pas besoin d'attendre après personne, puis beaucoup moins cher que d'aller vers une agence. Puis j'ai bâti aussi cette formation-là dans l'objectif que certains clients que j'avais n'avaient pas les moyens nécessairement d'aller vers un site bâti de A à Z, donc d'être capables par eux-mêmes de mettre leur site à jour, de le bâtir et de le maîtriser pour une fraction du prix. Bien évidemment, c'est vraiment intéressant. Donc, juste pour vous dire, la formation est à 1695 $. Donc, moins 20% jusqu'au... c'est en dollars canadiens, hein, évidemment. Moins 20% jusqu'au 27 avril, midi, heure du Québec. Et vous aurez, tous ceux qui vont acheter pendant cette promotion-là vont avoir mon petit carnet de notes, donc mon cahier de notes pour prendre toutes vos notes par rapport à votre site web. Toutes les questions que vous allez vouloir me poser en classe virtuelle, parce que c'est ça aussi l'intérêt, c'est que je vous laisse pas tomber, là. C'est pas juste 15 heures de vidéo, puis arrangez-vous avec vos troubles. On se voit à chaque 2 semaines où je réponds à toutes vos questions dans des classes virtuelles et lorsque ça dépasse des connaissances de base, WordPress Divi, j'ai mon programmeur avec moi et si on a à faire de la recherche en dehors des séances de classes virtuelles, on le fait pour répondre à vos besoins.
Je retourne dans les questions. Donc, question, comment s'y retrouver avec les plugins offerts dans WordPress pour éviter d'acheter en double? Excellente question, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, puis il y en a qui ont des fonctionnalités qui se ressemblent. Je vous dirais, il faut, quand on est accompagné, je vais prêcher pour ma paroisse, quand on est accompagné avec quelqu'un qui fait de la formation, ben on a accès à des comparatifs, donc parce que moi, j'en ai utilisé des centaines d'extensions au travers des années. Mais aller sur des blogs, aller dans des groupes Facebook, poser des questions donc aux experts du web, quelle extension fonctionne mieux que telle autre, est-ce que ça vaut la peine de payer? Donc, vraiment, tu sais, des chaînes YouTube qui font ça, des tutoriels, donc vraiment, informez-vous, mais c'est tellement du cas par cas, tu sais, dans la question, c'est pas précisé quel type d'extension, parce que extension et plugin, c'est la même chose, là. Plugin, c'est en anglais, extension, c'est en français. C'est vraiment du cas par cas, parce qu'il y en a tellement. Est-ce qu'il y a des formations sur mesure? J'ai certaines connaissances, donc je n'ai pas besoin de voir toute la base. Moi, c'est vraiment la formation que j'offre, mais je vais très en profondeur. Je reste pas juste sur la base. Puis je serais curieuse de savoir, Sandra, est-ce que tu as déjà utilisé Divi? OK? Parce que c'est sûr que si tu ne connais pas Divi, c'est vraiment un outil extrêmement performant. Et même si tu connais la base, je suis pas mal certaine que dans mes 15 heures de formation, j'ai beaucoup de matériel pour toi. Et par la suite, les classes virtuelles aux 2 semaines, c'est des classes de groupe, mais c'est ça qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que les gens, on voit les projets des autres. Il y a un effet d'entraînement, un effet de groupe qui est vraiment cool. Il y en a qui viennent des fois dans les classes virtuelles et disent « J'ai pas de questions, mais je veux juste me motiver. » Puis de voir les autres avancer, puis de voir ce qu'ils ont réussi à faire avec la formation, ben ça m'encourage à me dire, ben moi aussi, tu sais, je vais être capable de faire ça. C'est la prochaine étape pour moi. Les classes virtuelles aux 2 semaines et il y a des Q&A aussi dans le groupe Facebook, parce qu'il y a un groupe Facebook de toutes les personnes qui se sont procurées ma formation. Oups, j'ai zoomé dans l'écran. OK. Oui, Sylvie, il faut acheter Divi à part, mais Divi, vous avez une licence à vie. Parce que moi, c'est pas moi qui vends Divi. Là. Moi, je vends ma formation, mais Divi, ça appartient à une entreprise qui s'appelle Elegant Teams. Mais une fois que tu l'as acheté, c'est réglé. Tu l'as à vie et c'est extrêmement complet. C'est costaud. Il y a énormément de stock et de contenu là-dedans, là, je te garantis. Je compte commencer mon activité sur mon site dans 2 ans. Est-ce important de le construire dès maintenant? Ben, ça dépend, Diane. Diane m'a écrit ça en privé. Je te dirais, Diane, c'est si tu souhaites que ton site dans 2 ans sorte au niveau SEO, c'est peut-être aussi bien de le partir dès maintenant parce que le SEO, c'est du travail de longue haleine. Fait que, oui, je te dirais, parce que tu vas faire vivre ton site, il va avoir une autorité aux yeux de Google, il va commencer à sortir, tu vas créer du contenu, puis la journée que tu vas vraiment lancer officiellement ton site, parce que là, ton produit, ton service, je pense que toi, c'est des romans que tu écris, donc une maison d'édition, ben là, le site va exister, puis il va avoir un historique et tu partiras pas de zéro. Il va avoir eu justement 2 années de vie. Puis l'historique d'un site web, c'est super important pour Google parce que Google regarde ça. Regarde le site, ça fait combien de temps qu'il existe. Puis si tu as un site qui est propre, si tu as un site qui est bien mis à jour, si tu as un site qui a été hacké, si tu as un site qui hack les autres sites parce qu'il n'est pas entretenu. Donc, c'est des éléments, ouais, très importants. Daniel, quand on choisit un thème avec Divi, peut-on changer de thème en cours de route sans tout recommencer? Oui et non. Ça dépend, mais oui, on peut adapter, on peut créer des règles où on va venir appliquer visuellement nos changements. Mais si on veut... Donc, oui et non. Ça dépend. Ça dépend jusqu'où tu veux changer les choses. Mais on peut... les layouts, je vais vous les montrer, sont tellement beaux, là. Moi, faut pas que j'aille trop souvent dans les layouts parce que ça me donne le goût de recréer mon site à chaque fois. Les layouts, en fait, c'est les templates. Donc, vous les voyez ici. Ça, c'est tous les templates. Je vais aller plus loin là, dans les plus récents, ils les mettent vraiment en ordre. Puis, tu sais, on pourrait créer un site. Mettons, je dis, OK, moi, je veux ce layout-là. OK? Mais cette section-là, je l'aime pas. Donc, je viendrais utiliser
par exemple, une section dans ce layout-là. Donc, on pourrait venir utiliser, mettons, je prends juste cette section-là ici, là, Save, Invest, Grow. Juste ça ici, je le prends puis je le mets dans mon site. Donc, on peut utiliser des bouts, des parties d'un thème, d'un layout, d'un template versus un autre. OK? Donc, je vais vous le montrer, là. Donc, ça ressemble à ça ici. Puis, tous les éléments visuels, on peut les utiliser. Donc, tu sais, ces petits icônes-là, on peut les utiliser. C'est sûr que s'ils ne correspondent pas à votre image de marque, vous pouvez en créer d'autres ou aller en chercher sur des sites d'icônes ou utiliser Canva. Mais tout ce qu'il y a dans le layout, vous pouvez l'utiliser. Tu sais, même s'il y a des photos que vous aimez puis qui fit avec votre brand, vous pouvez les conserver. OK? Donc, mettons ça ici. Donc, tu sais, si par exemple, la photo, vous l'aimez, ça fit, vous pouvez la garder, les icônes aussi, mais on peut tout changer, la typographie, les boutons, on peut vraiment tout changer, mais on peut conserver aussi parce que c'est inclus. Donc, on peut les prendre, OK? On peut mettre une belle petite vidéo. Comme ça. Donc, vraiment, là, il est vraiment cute, ce layout-là. On peut faire énormément de choses. Puis on peut chercher aussi, tu sais, si par exemple on veut quelque chose, on peut chercher par mots-clés. Il y a un moteur, je vais juste retourner en haut. Il y a un petit moteur de recherche où on peut chercher par type de site qu'on veut créer ou bien sélectionner. Donc, si moi je dis, ben moi c'est éducation, ben, je peux cliquer, puis là, il va me sortir tous les sites qui sont liés au monde de l'éducation. Comme ceci. Puis là, puis là, je peux vraiment là, tout utiliser ça. Même cette animation-là, tout peut être utilisé. Je vais retourner voir vos questions. Là, on a débordé, mais c'est ça. C'est bien mon genre parce que je parle beaucoup. Merci beaucoup, Marie, d'avoir été là. Merci, Cathy. Oui, Maude, pendant 1 an, excusez, je ne l'ai peut-être pas précisé, là, mais c'est aux 2 semaines, les classes virtuelles pendant 1 an. OK? Et il y en a en tout temps, là. Donc, j'essaie de faire fitter mes vacances en fonction des classes virtuelles. C'est sûr qu'à Noël, là, si on va pas faire de classes virtuelles entre Noël puis jour de l'an, mais c'est pendant 1 an. Mélanie, comment tu as trouvé ton programmeur? Je l'ai formé. Il avait étudié en programmation, évidemment, mais je l'ai formé à travailler en agence, donc il y avait 0 expérience, parce qu'en effet, c'est très difficile à trouver. Merci Nathalie d'avoir été là. Oui, donc Marie, France, des classes virtuelles pendant 1 an, à toutes les 2 semaines. Non, malheureusement, Lauriane, si tu travailles sur Elementor, moi, c'est Divi. Donc, c'est 2 outils différents. On ne peut pas les utiliser sur le même site. Là, c'est 2 choses différentes. Compte Divi par site web. Un compte Divi, tu peux l'installer sur le nombre de sites que tu veux. Donc, tu pourrais même acheter une licence avec quelqu'un qui bâtit aussi des sites et utiliser la licence, vous pouvez le mettre sur le nombre de sites que vous voulez. Est-ce que c'est facile de faire des sites bilingues ou multilingues avec Divi? Oui, mais ça prend une extension qui s'appelle WPML. Donc, Divi c'est pas Divi qui fait l'aspect de page anglais-français, c'est WPML. Est-ce que ce webinaire sera disponible en rediffusion? Oui, jusqu'au 27 avril midi. Donc, c'est le temps que vous avez pour acheter la formation. Si Liquid a des thèmes pour le site web, pourquoi avoir Divi? Ah non, Liquid n'a pas de thème. Non, c'est pas du tout ça. Monia, Liquid, c'est pour héberger le site, mais c'est pas pour bâtir des sites. C'est vraiment, t'installes WordPress, puis après, tu utilises un builder, soit Divi ou Elementor. Moi, j'ai vraiment choisi Divi comme outil. Bagdad, quelles sont les meilleures extensions pour le SEO? Je te dirais Yoast SEO ou Rank Math, un des deux. Et sinon, il y a plein d'outils en ligne. Il y a Mangools, dont j'ai parlé tantôt. SEMrush, il y a Moz, Ahref,
il y a SEO Observer, yourtext.guru, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Oui, vous allez recevoir, vous fonctionnez par des cohortes de mai pendant 1 an. Oui, mais en fait, vous pouvez rentrer n'importe quand dans la formation. C'est juste que là, le rabais, il est jusqu'au 27 avril, mais vous pourriez commencer la formation en juin prochain. Là, c'est pas, il n'y a pas de problème. C'est n'importe quand. C'est pas des cohortes. C'est que les gens rentrent dans la formation, puis vous avez accès aux 15 heures de vidéo à vie. Tant que ma formation existe, vous y avez accès. Mais les classes virtuelles, c'est vraiment pendant la première année, donc que vous y avez accès. Puis, tu sais, vraiment, en 1 an, on a le temps de faire le tour vraiment de votre site, de votre projet. Là, tu sais, on a l'occasion de vraiment travailler en profondeur pour vous accompagner, moi et mon programmeur. Pour un site de base, ça vaut quoi? Le CMS gratuit de Liquid, je l'ai jamais utilisé, mais moi, j'utilise aucun autre CMS que WordPress. C'est le meilleur. Merci, super. Julie, ben tu vas avoir la rediff, t'inquiète. Les offres. Dans les offres de Liquid, ben c'est ça. Avec ma formation, moi, je vous accompagne de A à Z. Donc, je peux vous aider. On achète le nom de domaine ensemble. Je vous aide à choisir votre nom de domaine, puis je vous dis où appuyer exactement pour le setup de l'hébergement avec Liquid, puis quel forfait prendre. C'est vraiment de A à Z. C'est clé en main, là. Tout, on vous accompagne sur tout pour créer votre site. La page à propos, c'est mieux de l'avoir à part sur la page d'accueil. Je te demande ça parce que la durée moyenne de... Ben, ça dépend. Ça dépend de la quantité de contenu que tu as. Si tu as une page à propos très, très chargée, beaucoup de contenu, je te dirais d'en créer une à part. Mais si c'est juste une petite section à propos de 200 mots, mets-le sur la page d'accueil. Ouais, sans problème. Est-ce que vous avez d'autres questions? Diane, le forfait Internet n'a pas d'importance. Votre forfait Internet, là, un forfait Internet standard, vous allez être capable de créer un site web avec ça. Là. Ça n'a pas d'importance, je vous le dirais. Je regarde si vous avez d'autres questions. Oui, Daniel, t'as raison. C'est vraiment un bon service Liquid. Pour vrai, là, je suis très... j'aime beaucoup. Merci Marie-Ève, merci Mélanie, Manon. Si vous avez des questions dans les prochains jours, vous m'écrivez. Surtout, vous ne vous gênez pas. Par email, c'est toujours la meilleure façon que j'aie un bon suivi. Donc, je vous mets mon adresse courriel. Mais de toute façon, vous allez recevoir le replay de mon webinaire, de même que tous les documents. Donc, vous allez avoir tout ça en main. Donc, oui, les offres. Attends un petit peu. Est-ce que je les ai mis, les offres? Donc, tu vois, je vais juste enlever ça. Les offres que j'ai mis, c'était WordPress. Ensuite, il y a Divi. Donc, vous avez un 20% de rabais présentement pour les, je pense, encore 5 prochains jours avec Divi. C'est une offre que Divi fait présentement. Ça donne, c'est un hasard que la promotion soit en même temps que mon site parce que maintenant, que mon webinaire, parce que maintenant, le rabais est de 10% seulement pour Divi. Donc, ça. Puis sinon, ben, tous ceux qui achètent pendant cette offre-là, je leur propose, je leur donne, en fait, je vous enverrai par la poste un livret, en fait, un carnet, un cahier de notes pour tout noter vos questions, notamment que vous aurez pour moi, pour les classes virtuelles, puis tout ce qui vous passe par la tête. Ceux qui aiment beaucoup le papier, là, c'est sûr qu'on peut le faire dans un document écrit, mais à l'écran, pardon, mais le papier, ça demeure quand même un outil qui est toujours intéressant pour brainstormer, prendre des notes. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus. Merci infiniment d'avoir été là, vraiment, puis vos questions sont tellement pertinentes. Oui, on peut travailler la version mobile, la version responsive mobile avec Divi, Annick, absolument. Donc, je vous remercie d'avoir été là.
Si vous avez d'autres questions, vous m'écrivez par email. Je vais vous envoyer la rediffusion dans les prochaines heures, juste le temps qu'elle télécharge sur mon ordinateur. Puis dès que je l'ai, je vous l'envoie par courriel. Puis j'ai très hâte d'avoir de vos nouvelles. Puis si ma formation vous intéresse, vous m'écrivez. Ça va me faire immensément plaisir de répondre à vos questions puis de voir si cette formation-là est faite pour vous. Alors voilà. Merci beaucoup, beaucoup. Passez une belle journée et un bon week-end. À bientôt!